Bonsoir à tous. Donc, je suis Olivier Toutaine, président de la Fédération de la PEP. Ce soir, un vaste sujet avec la phobie scolaire, présenté par notre partenaire Phobie scolaire et avec donc trois intervenants. Et je vais passer tout de suite la parole à sa présidente, Odile Mandagaran. Bonsoir à tous. Je remercie Monsieur Olivier Toutaine, président de la PEP, M. Corneau et toute l'équipe pour l'organisation de Phobie scolaire. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes une association de parents, tous concernés par la phobie scolaire. Donc, tous bénévoles, et nous avons donc été concernés sur des durées plus ou moins longues par la phobie scolaire dans plusieurs de nos enfants. Quelles sont nos actions? Alors, je dirais que l'action majeure et principale de notre association, c'est le soutien aux familles. Pour vous donner une idée, depuis la rentrée de septembre, nous accueillons en moyenne une centaine de familles par semaine sur notre groupe Facebook ou bien au travers des mails par nos correspondants régionaux. Donc, le soutien à ces familles se passe sur notre groupe Facebook, qui compte 14 000 adhérents, ou au travers de notre réseau national de correspondants régionaux. On en compte 45 actuellement. Le deuxième point sur lequel nous travaillons, c'est la sensibilisation des équipes scolaires. Nous intervenons dans les établissements scolaires afin de sensibiliser, de donner une boîte à outils, puisque de plus en plus d'enseignants viennent vers nous démunis par l'ampleur de la problématique. Le troisième point, c'est la recherche et la réflexion avec les professionnels de santé. Donc, nous travaillons avec un réseau de psychologues, tous très concernés par la phobie scolaire. Nous avons participé à la première recherche française sur la phobie scolaire. Nous sensibilisons les instances politiques à travers de tribunes. Nous avons également un réseau de politiques. Et bien évidemment, nous sensibilisons au travers des médias. Donc, qu'est-ce que la phobie? Donc, c'est une angoisse massive et incontrôlable. Alors, la phobie scolaire. Donc, c'est vrai que la première chose dont on parle bien souvent, c'est caractérisé par une angoisse massive et incontrôlable qui naît dans l'incapacité de réfléchir, un effet de saturation qui neutralise leur capacité de réflexion et d'apprentissage. Enfin, les termes qui sont le plus souvent utilisés, ce que vous allez entendre très souvent, alors c'est vrai plus utilisé par les familles, on va parler de phobie scolaire. Après, derrière ce terme, il faut entendre plusieurs dénominations. Alors, dans tout le domaine médical, on va plus parler de tout ce qui est troubles anxieux scolaires. Et dans le domaine de l'éducation nationale, ils vont utiliser le terme refus scolaire anxieux. Dans tous les cas, il faut entendre l'un, l'autre. Aucun n'est juste, aucun n'est faux. Ce qu'il faut savoir, quand même, ce qui prédomine, c'est que c'est vraiment lié à un trouble anxieux. C'est vraiment un trouble de l'anxiété qui prédomine en cas de phobie scolaire. On parle d'études. Alors, c'est vrai que la première étude qui a été faite, elle a été faite en outre-Atlantique. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment visé le titre de phobie scolaire ou refus scolaire anxieux. Donc, ils ont mis en avant que c'était vraiment un phénomène complexe et qu'il a été bien souvent constaté que c'était multifactoriel et polymorphe, que ça se présente vraiment de différentes manières. D'où bien souvent la difficulté à accompagner ces jeunes. Au niveau chiffres, on va parler entre 3 et 5% d'enfants ou d'adolescents atteints de phobie scolaire. De manière plus large, une étude américaine a montré que 28% des élèves seraient un jour touchés de manière plus ou moins forte et durable par des épisodes de troubles anxieux scolaires au cours de leur scolarité. Et il faut savoir qu'on a aussi lancé, il y a 2 ans, la première recherche française sur le thème de la phobie scolaire, qui a été lancée par le docteur Laïla Benoît. Donc, on attend la publication très prochaine. Il y a déjà eu un premier article pour justement expliquer ce qui se passe dans un jeune touché par la phobie scolaire. Alors, ce qui se passe, c'est ça, c'est un enfant qui veut, mais ne peut pas aller à l'école. Alors, c'est vrai qu'on insiste beaucoup, nous, envers les parents qui viennent vers nous, de faire la distinction. C'est vraiment des enfants, en fin de compte, qui aiment l'école, bien souvent, qui bien souvent sont aussi des bons élèves, pas que, mais généralement.
et que c'est loin d'être un caprice et que ces jeunes, quand ça se déclenche, ils vivent ça comme une réelle souffrance. Donc, bien souvent, on peut le remarquer par un fort taux d'absentisme. Alors, bien souvent, des absentéismes perlés au départ, qui peut aller jusqu'au décrochage. Et ça, c'est plutôt, voilà, comme on le marque, plus des conséquences. Les conséquences, en fin de compte, de tout le phénomène de troubles anxieux qui, en fin de compte, les submerge et les empêche de venir régulièrement à l'école. Donc, il se passe quoi? Bien souvent, bah, c'est un enfant qui est souvent absent, souvent malade, comme je disais avant, fort absentisme perdu. On parle de repli sur soi, d'incapacité d'expliquer, de souffrance invisible. C'est-à-dire que bien souvent, quand vous allez demander à ces jeunes qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu viens pas à l'école, ils vont vous répondre, et je crois que c'est 90% des cas, ils vont être là, je ne sais pas. C'est la réponse, la première qui arrive. Les deux cas de figure qu'on peut souvent remarquer en fonction de l'état de l'enfant, c'est ou bien c'est un enfant qui va se bloquer, c'est-à-dire il va arriver devant les portes de l'établissement, il va être tétanisé, il va être incapable de faire un pas supplémentaire vers les portes de l'école, ou bien c'est un enfant qui arrive encore à aller à l'école, mais qui sera effectivement, qui aura beaucoup d'absence. C'est bien souvent, il faut pas, quand on entend phobie scolaire, il ne faut pas se dire que ce ne sont que des enfants qui n'arrivent plus à venir à l'école. Bien souvent, ils sont dans un grand état, on va dire, de compensation, ils prennent sur eux pour essayer de venir de plus en plus, et si on ne le détecte pas à temps, ce qui est le grand risque de se forcer à ce point-là, c'est qu'il risque de décrocher du jour au lendemain. Et donc la phobie scolaire peut survenir à tout âge. Donc les premiers signes. Donc les premiers signes, bah, souvent les parents ne les mesurent pas forcément. Donc on peut noter des symptômes physiques. Les plus caractéristiques de la phobie scolaire sont des maux de ventre, des vomissements, des diarrhées la veille ou avant de partir à l'école, des maux de tête, des insomnies. Ça peut être également des douleurs musculaires, des douleurs d'origine inconnue, des sensations d'étouffement, des nœuds dans la gorge, des crises d'angoisse. Donc on a un petit peu de mal à savoir ce qui se joue à ce moment-là en tant que parent. On peut noter aussi des changements de comportement à la maison ou à l'école. Un enfant qui jusque-là pouvait être plutôt cool, sympa, peut faire preuve d'agressivité. On peut noter aussi des troubles alimentaires, donc des troubles du sommeil, des absences perlées. Sont des enfants qui ont souvent des petits rhumes, des petites choses qui font qu'ils ne peuvent pas aller à l'école le matin, des choses que l'on mesure pas forcément au tout début, des dévalorisations, un repli sur soi, un taux de participation à l'école en chute, des échappatoires et un changement d'apparence. En fait, tout changement qui peut sembler même anodin pour ces enfants est à prendre en compte. Dans les cas les plus graves, on note des comportements qui les mettent en danger, des idées suicidaires. Ce sont des enfants qui perdent leur joie de vivre, je dirais, qui n'ont plus envie de vivre, qui peuvent menacer de fuguer, se scarifier. Et tout ça, ça se passe souvent au moment du collège, au moment de l'adolescence, d'où la difficulté de prendre en compte ces premiers signes. On a souvent tendance à dire en tant que parent, c'est l'adolescence, c'est normal, ils n'ont pas envie aller à l'école, c'est du cinéma. Or, ces premiers signes sont très très importants à prendre en compte. Je pense que c'est aussi ce qui a ajouté, alors c'est vrai qu'on parle du collège et qu'on fait souvent l'amalgame avec l'adolescence. Il faut savoir que ça peut commencer aussi beaucoup plus tôt. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu une idée figée comme quoi ça se passe au moment du collège, mais il faut savoir qu'on a de plus en plus de jeunes qui déclenchent ça dans le premier degré, dans le premier degré, je vais y arriver, et même on a des jeunes qui démarrent ça en maternelle. Donc c'est ce qui distingue aussi souvent la phobie scolaire, on va dire, d'une pseudo-crise d'adolescence. Et justement, donc c'est une prise de conscience brutale pour les parents qu'il y a un problème majeur. Et ce qui est très caractéristique de la phobie scolaire, quel que soit l'âge, c'est que 9 fois sur 10, ces signes diminuent, voire disparaissent hors période scolaire. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui, pendant les vacances, vont bien,
sont actifs, continuent leurs activités, le week-end également. Et puis le dimanche soir, les maux de ventre commencent, les angoisses, la difficulté à faire les devoirs. Donc ça également, c'est un signe majeur de phobie scolaire. Il y a également des premiers signes qui sont, je dirais, plus à même d'être vus par les enseignants. Donc les absences répétées, des retards, une chute des résultats, une récurrence des absences perlées et un changement de comportement en classe. Ce sont des signes que les enseignants eux-mêmes peuvent noter. Donc en classe, le taux de participation peut être faible, voire inexistant, alors qu'auparavant, ces enfants étaient présents, avaient de bonnes notes, participaient. Une somnolence aussi, une somnolence qui est souvent due aux insomnies qui les perturbent, une perte d'attention, un endormissement suite aux troubles du sommeil. Un changement de comportement. Donc le mal-être de ces jeunes les pousse vraiment à se mettre en mode défense, à mettre tout autour d'eux un système de protection, jusqu'à devenir plus agressif, jusqu'à mentir pour cacher ses faiblesses, pour cacher ses absences. On note souvent tout un tas d'excuses que peuvent mettre en place ces enfants ou ces jeunes. Des disputes avec les camarades, ils sont à fleur de peau, fatigués. Ils peuvent chercher le conflit également et de ce fait s'isoler. On note aussi un mutisme, donc une non-participation en cours, une baisse des résultats scolaires. Et dans de nombreux cas, les parents finalement ne mesurent pas totalement ce qui se joue. Et malheureusement, c'est souvent un petit peu tard qu'ils prennent vraiment la mesure de ce qui se passe. Alors là, on va parler un petit peu des conséquences à la maison. Et c'est vrai que nous, on l'image très souvent par un tsunami émotionnel pour les familles. Donc, c'est-à-dire que bien souvent, ça nous tombe dessus, on va dire, du jour au lendemain, et on n'est pas du tout préparé. Je vais prendre l'exemple de mon fils aîné. C'est qu'un jour, il m'appelle, il sort du collège, en fin de compte, et il me dit « Maman, je me suis enfui du collège, viens me chercher ». C'est vrai que bien souvent, ça peut être assez... c'est comme un coup de massue. Hein. On ne réalise pas vraiment toujours ce qui nous arrive. Après, ce qui se passe dans la durée, on va dire aussi, c'est l'image sociale qui est bouleversée. C'est vrai qu'on en parle, nous, très souvent. En fin de compte, ça vous sort un petit peu de la norme, en quelque sorte, et parce que vous passez votre temps à essayer de remettre votre enfant à l'école, qui n'y arrive pas, et vous êtes incapable d'expliquer ce qui se passe, comme votre enfant, en quelque sorte. Et là, nous, pour le parent, la charge mentale, elle est énorme. Les difficultés s'accumulent parce que non seulement il faut s'adapter du point de vue professionnel, bien souvent, un des deux parents est obligé de réduire son activité. La charge administrative, on parle de rendez-vous médicaux, de garde d'enfants pour les plus jeunes. C'est-à-dire qu'on rentre dans une valse de prise de rendez-vous pour essayer de comprendre ce qui se passe. Bien souvent, on cherche d'abord du côté médical, physique, et on a souvent des résultats, on va dire, où tout est négatif. Tout va bien sur le point de vue de la santé physique. Et c'est là où on commence à chercher un petit peu plus loin et à se dire ça doit être lié à autre chose. Quand on est dans un phénomène où on est incapable d'expliquer, la première chose qui arrive bien souvent, c'est le jugement. On parle du regard social, de la solitude qui ne font qu'aggraver la situation, qu'il est difficile d'expliquer ce qui se passe. Et puis en fin de compte, on parle également d'une errance médicale. Comme c'est un phénomène, on va dire, qui n'est pas très connu, on commence, on va dire, on en parle de plus en plus, mais c'est vrai qu'il est difficile d'identifier comme quoi c'est une réelle souffrance chez l'enfant, et on aura plus tendance à dire oui, bon, forcez-le un petit peu, ou bien on a la phrase fétiche où on nous entend dire mettez-lui un coup de pied au cul et il ira déjà à l'école. Donc c'est cette pression aussi du système scolaire, c'est-à-dire que si votre enfant il n'arrive pas à aller à l'école, c'est pas normal, et qu'il faut justifier en quelque sorte du pourquoi, du comment. Qu'est-ce qui fait qu'il est tellement absent, comment ça se fait qu'il a de mauvaises notes, comment ça se fait que vous n'arrivez pas à l'envoyer à l'école. On a plutôt cette tendance, on va dire, à nous culpabiliser encore plus parce qu'on n'arrive pas à le ramener à l'école. Et c'est vrai que comme on parle souvent d'handicap invisible, il y a moins, on va dire, de tolérance
tolérance, où c'est pas, on va dire, l'empathie qui se présente en premier vis-à-vis des personnes qu'on rencontre en face de nous. Je veux dire, souvent, on donne l'image de si on arrive avec un enfant en fauteuil roulant, on nous ouvre la porte. Et en fin de compte, là, comme on ne voit pas le handicap, on va plus être dans quelque chose à chercher le coupable, en quelque sorte. Donc c'est ça, les parents se sentent jugés, culpabilisés, d'où l'effet double peine qui peut provoquer bien souvent un véritable burn-out parental. Oui, d'autant plus que ces enfants sont quand même également très stigmatisés. On entend souvent des familles nous dire nos enfants ne sont plus invités aux anniversaires. Des difficultés au travail se présentent également. Puisque lorsqu'on a un enfant en phobie scolaire, les absences au travail se font également de plus en plus nombreuses. Et je crois que ce qui fait le plus de mal à entendre, c'est d'entendre vous êtes trop laxiste et votre enfant vous manipule. Donc, vraiment sensibiliser est important pour permettre aux parents de se sentir moins seuls, de ne pas culpabiliser et de savoir quoi répondre à ces réflexions. C'est vrai qu'il faut plus orienter, en fin de compte, les discussions. C'est ce que nous, on essaye, surtout avec les écoles, c'est en fin de compte d'orienter la discussion sur plutôt, faut chercher les solutions aujourd'hui à l'instant T, au lieu de perdre son temps et son énergie à chercher un coupable. Et pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc, la difficulté dans la prise en charge de la phobie scolaire, c'est qu'elle est multifactorielle. Donc, on a coutume de dire dans l'association que c'est la partie visible de l'iceberg, mais qu'il faut creuser. Il n'y a pas une cause, mais souvent plusieurs causes. Et vraiment, il faut explorer ce qui se cache derrière la phobie scolaire. Donc, parfois, les causes et les conséquences s'entremêlent. Une étude française, l'étude menée par le docteur Leïla Benoît il y a 2 ans, qui va être publiée là très rapidement, montre que le harcèlement est la cause majeure de la phobie scolaire. Un enfant sur 2 en phobie scolaire a été victime de harcèlement. Le harcèlement, qui est une des causes majeures en ce moment dans les écoles. Les troubles anxieux généralisés, la dépression, le burn-out de l'enfance. On remarque que tous ces enfants en phobie scolaire souffrent de troubles anxieux qui se traduisent par des crises d'angoisse, par des refus très violents devant le portail de l'école. On a des enfants qui peuvent sauter de la voiture plutôt que d'aller à l'école. On a également des hauts potentiels. Donc le haut potentiel n'est pas forcément une cause de la phobie scolaire, mais le haut potentiel peut cacher des troubles associés. Donc derrière le haut potentiel, on encourage les parents à creuser. Les angoisses de performance, très très fréquentes chez les enfants. On note une recrudescence de ces angoisses de performance, notamment suite à la crise du Covid, suite également à la réforme du bac. Qui est source d'angoisse très forte. Et puis tout ce qui se passe en ce moment, la crise en Ukraine, tout ce qui peut socialement perturber nos jeunes. Les troubles des apprentissages, donc toute la famille des dyslexie, dyscalculie, dyspraxie. Donc ce sont des enfants qui sont pour la plupart pas détectés. Et qui donc ne bénéficient pas des aménagements nécessaires pour les aider dans leur parcours scolaire. Cela peut être aussi des enfants qui, bien que détectés, n'ont pas la chance d'avoir ces aménagements dans leur cursus. Les chocs émotionnels. Donc les décès, la maladie d'un proche ou d'un animal, des événements familiaux graves, un déménagement, un divorce. Les troubles du spectre autistique. On note une recrudescence dans les familles que l'on suit d'enfants qui sont dans le spectre autistique. Les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les TDA, TDAH. Quelques maladies rares, des maladies auto-immunes comme l'épilepsie invisible. De plus en plus de questionnements sur le genre, l'orientation sexuelle, transidentité, homosexualité et l'angoisse de séparation, surtout pour les enfants les plus jeunes. Comme disait Christelle, on accueille de plus en plus d'enfants qui sont en classe primaire et où là, l'angoisse de séparation est questionnée. Donc une distinction aussi à faire peut-être sur ce point-là,
c'est que bien souvent, on nous entend dire, on parle d'angoisse de séparation, même pour des jeunes, des adolescents. Et là, c'est vrai que nous, on fait une grande distinction, comme quoi ce n'est pas de l'angoisse de séparation. À ce moment-là, on ne peut plus parler d'angoisse de séparation parce que ça, on en parle plutôt dans la petite enfance. Mais que là, on va plutôt être dans une théorie, enfin plutôt de l'attachement. C'est-à-dire que c'est le jeune, il va s'attacher plutôt au référent adulte qui est le plus à son écoute. Alors, bien souvent, c'est la maman qui est là, c'est bien souvent elle qui prend le plus le relais pour essayer de le ramener à l'école ou bien pour l'amener au rendez-vous médicaux. C'est assez contre-productif des fois parce qu'en fin de compte, on nous met très vite sur le dos comme quoi on est trop, on les surcouvre, on les surprotège ou des choses comme ça. Et il y a un amalgame, enfin il y a vraiment un mélange qui est fait à ce niveau-là au niveau de l'angoisse de séparation. Donc là, nous, c'est vrai qu'on met quand même un point dessus pour dire que ce n'est pas de l'angoisse de séparation, mais que bien souvent un trouble anxieux, le déclenchement d'une phobie scolaire peut justement amener ce jeune à se tourner vers l'adulte référent, qui bien souvent il y a un des parents qui est là le plus présent. Et c'est sa seule figure, en fin de compte, à laquelle il peut se rattacher parce que plus personne ne le croit autour. Donc voilà. J'insiste parce que c'est vraiment quelque chose qu'on entend encore malheureusement. D'autant plus que ces enfants sont en capacité de partir à l'étranger, d'aller faire des cursus à l'étranger ou autre, partir chez des amis, dans de la famille. Donc l'angoisse de séparation, elle ne se justifie pas, mais il est vrai qu'il est toujours difficile de prouver justement que non. La problématique, c'est l'école, c'est pas le reste. Et on a beaucoup de familles qui sont culpabilisées à cause de cette angoisse de cette angoisse de séparation qui est malvenue. Donc, il y a peut-être aussi une distinction à faire entre phobie scolaire et décrochage scolaire. Il faut bien comprendre que quand il y a phobie scolaire, on parle déjà d'un trouble anxieux, que derrière, il y a une réelle souffrance et qu'il y a beaucoup de traductions psychosomatiques. Ça peut aller des crises d'angoisse, crises de tétanie, des pleurs, des cris. Les enfants peuvent aller jusqu'au vomissement. Il faut savoir que c'est des fois assez violent, les réactions physiques. C'est un enfant qui veut aller à l'école, mais qui ne peut pas. Il n'a parfois pas arrêté complètement de venir en classe. Donc, ça, c'est vraiment caractéristique, on va dire, d'une phobie scolaire. Le décrochage scolaire, on va être dans des causes autres que le trouble anxieux. Ça va plus être un enfant qui ne veut plus aller à l'école, qui a un désintérêt pour l'école. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mal-être, mais par contre, on ne va pas être dans le côté souffrance que peut provoquer une phobie scolaire. Et puis, bien souvent, il c'est vrai que ça, c'est le docteur Laïla Benoît qui l'a mis en avant, qu'il y a un biais sociologique. Dans les milieux défavorisés, un décrochage scolaire est peut-être une phobie scolaire qui s'ignore. C'est-à-dire qu'on va plus on va plus vite ranger ça dans du décrochage scolaire parce qu'on va croire que justement, parce qu'ils viennent de tel ou tel quartier, il y a des jugements en fin de compte plutôt aussi par rapport aux appartenances, à leurs mœurs de vie ou des choses comme ça. Et là, il est effectivement un petit peu plus délicat de faire la distinction. Mais c'est quelque chose qu'a relevé le docteur Laïla Benoît et qui est aussi important à soulever. Donc, on va parler de l'accompagnement. Donc, qu'est-ce qui est important? Que faire pour aider au mieux possible ces familles et ces enfants? Donc, nous, ce que l'on préconise, c'est le trio gagnant. C'est-à-dire que il faut absolument mettre l'enfant au centre de la problématique et travailler tous ensemble autour. Au début, on peut éprouver de la colère envers l'établissement scolaire. L'établissement scolaire peut éprouver des doutes par rapport à la famille. Il est difficile de trouver un thérapeute, mais réellement, ce qui marche le mieux, c'est de travailler tous ensemble. C'est-à-dire que la famille prenne contact le plus tôt possible avec l'établissement scolaire, que l'établissement scolaire soit à l'écoute et que le thérapeute ait toute sa part dans la mise en place des aménagements, des PAI et de la prise en charge de l'enfant. C'est vrai que c'est important et c'est vrai que nous, on pousse très vite les familles à créer le dialogue. C'est-à-dire que surtout pas rester dans le tabou, il ne faut pas en parler, on va essayer de fixer son enfant. C'est de tout de suite entrer en dialogue avec l'établissement pour justement éviter que ça s'aggrave d'une façon trop rapide parce qu'on a pensé bien faire en essayant d'éviter le sujet. Et bien souvent, la famille est le lien entre la thérapeute, la prise en charge thérapeutique et l'école. Et ce lien, il doit se faire dès les premiers signes, dès que l'enfant commence à décrocher et bien évidemment sans culpabilisation
ni de l'établissement scolaire, ni de la famille. Alors c'est vrai qu'on parle de 3 temps et nous la première chose qu'on invite à faire, c'est la pause, c'est-à-dire la pause pour l'enfant. Alors, vous nous entendrez très vite et surtout si vous téléchargez la feuille de route de l'association qui est disponible sur notre site internet, c'est qu'on recommande de mettre, l'enfant en arrêt pendant 3 semaines et de le laisser tranquille. C'est-à-dire c'est pas, la période où il faudra lui demander, d'essayer de faire des exercices à la maison, d'essayer de rattraper les cours ou des choses comme ça. En fin de compte, c'est très important de tout de suite faire baisser la pression. En fin de compte, il faut vraiment rester dans le phénomène d'anxiété. Il ne faut pas oublier que c'est un trouble anxieux. Et si on continue l'enfant à le mettre face à ce qui lui fait peur, ben, on ne va pas l'aider. On va plutôt engrammer, on va dire, le trouble anxieux et qui peut même aller jusqu'à une phobie sociale. Donc là, c'est important de freiner à temps, de faire une réelle pause. Et là, en fin de compte, ça va plus être les parents qui vont être acteurs et commencer à déclencher les différents rendez-vous. Prendre rendez-vous, par exemple, avec le CPE pour avoir un premier contact ou l'infirmière scolaire. Donc, déclencher une réunion d'équipe éducative, commencer à prendre des rendez-vous, de trouver un thérapeute, de faire, on va dire, toute cette mise en place au niveau de tout ce qui doit, on va dire, permettre de prendre en charge l'enfant à l'instant T. Le second temps, ça va être les actions à mettre en place en attente du retour des professionnels de la santé. Il faut être très conscient aujourd'hui comme quoi les délais pour avoir un premier rendez-vous chez des spécialistes, c'est plus des semaines, mais on parle en mois. Et il y a des départements qui sont juste sur des listes d'attente. Donc là où on rencontre un grand problème avec les écoles, c'est qu'ils nous demandent d'attester que l'enfant va mal. Et on nous demande des certificats. Ben, le souci, c'est que pour avoir un pédopsychiatre aujourd'hui, ben, c'est presque impossible. On dirige bien souvent vers le généraliste, qui est tout aussi apte à pouvoir faire ces certificats-là. Mais on demande vraiment aux établissements de jouer le jeu et de ne pas attendre de demander des certificats, des bilans ou des preuves comme quoi l'enfant va mal. Je veux dire, à un moment donné, c'est une question de bon sens, d'écoute, et puis il suffit d'observer ce qui se passe. Et là, c'est important, en fin de compte, de ne pas attendre des preuves de spécialistes pour mettre des choses en place. Le troisième temps, ça va être plutôt après, quand on a plutôt un retour, on va dire, diagnostic médical, qu'on a pu approfondir avec des bilans. Ben là, on pourra vraiment, en fin de compte, continuer déjà les premières actions qu'on a mises en place en attente, on va dire, de ce retour-là, et on pourra vraiment affiner l'accompagnement du jeune et aussi affiner ce qu'on peut mettre en place pour lui par rapport aux différents troubles qu'on pourrait trouver, que ce soit des troubles des apprentissages ou autres. Donc ça, c'est vraiment ce que nous, on préconise le plus. Et là, on rencontre le plus de freins, c'est ce fameux second temps. C'est-à-dire que si on n'a pas de preuve que notre enfant va mal, bien souvent, on n'a pas beaucoup d'écoute face aux adultes qui sont face à nous. Et c'est justement dans ce second temps que la confiance est importante, le dialogue et l'importance d'alléger la scolarité. Et c'est souvent dans ce second temps, effectivement, que les choses peuvent se corser entre l'établissement scolaire et la famille. Parce que c'est vrai que tu as raison, en fin de compte, on rajoute souvent qu'on parle de retour progressif. Nous, quand on parle de retour progressif, c'est on commence 2 heures par semaine. Je veux dire, c'est pas on essaye tous les jours. Je veux dire, c'est on va recommencer progressivement, petit à petit, et avec les matières où le jeune se sent le plus à l'aise. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, bien souvent, ils vont choisir des matières. Alors, tout dépend du jeune. Je me souviens de mon deuxième, il a commencé par tout ce qui était sport, musique, art plat. C'est là où il était, on va dire, le moins soumis à une pression. Et puis, petit à petit, vraiment, l'établissement a joué le jeu, la classe aussi, parce qu'on a sensibilisé tous les élèves, on a sensibilisé les professeurs. Et en fin de compte, ça a plutôt été un cercle vertueux. Et petit à petit, il a repris le chemin de l'école, on va dire fin de la 5e, il y avait peut-être 2 après-midi qu'il ne faisait pas encore, et sur 3 ans, on est arrivé à le faire revenir à l'école. Donc maintenant, c'est un exemple parmi d'autres, ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais c'est vraiment important, ce retour progressif. Alors, les thérapies, c'est vrai bien souvent, on nous demande mais qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le prendre en charge. Alors, s'il y a des techniques qui sortent vraiment un petit peu du lot pour accompagner ces jeunes-là, on va vous parler plutôt de la TCC, qui sont les thérapies comportementales et cognitives. Ça, c'est quelque chose qu'on préconise, on va dire, quand l'enfant n'est pas dans une dépression sévère ou en burn-out. Parce qu'en fin de compte, ça demande un engagement du jeune.
Donc, et là, il faut vraiment un accompagnement, on va dire, spécifique d'un professionnel formé. Donc, il existe des annuaires qu'on a mis à disposition sur notre site. Ensuite, on parle aussi, nous, de thérapie EMDR. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va plutôt préconiser pour les enfants qui ont été traumatisés, bien souvent liés à un harcèlement. Et donc là, c'est des techniques, en fin de compte, qui sont très intéressantes pour les aider, on va dire, à sortir de ça. Et c'est d'où l'importance aussi, là, l'emploi de temps ménager, ça a vraiment son importance parce qu'il faut savoir que pour traiter un jeune qui a été traumatisé, qui a vécu plusieurs traumas suite au harcèlement, que ce soit maintenant psychique, physique ou les deux, si vous le mettez tous les jours face à ce qui lui fait peur, on ne peut pas avancer avec ce jeune. Donc là, l'emploi de temps aménagé est vraiment important, c'est-à-dire voilà, on réduit le temps de cours et on privilégie en fin de compte la prise en charge thérapeutique. C'est très très important parce qu'en fin de compte, si on essaye de faire les deux au même niveau, ben, c'est pratiquement voué à l'échec. C'est vrai que c'est difficile à accepter pour le parent aussi, hein, c'est très délicat. Et pour les établissements aussi, voilà, ils ont beaucoup de mal à accepter qu'à un moment donné, ben, c'est quand même plus important de mettre en pause, on va dire, l'apprentissage et de privilégier, on va dire, la santé mentale de l'enfant. Je veux dire, c'est la priorité, c'est vraiment ce qu'il faut faire parce que sinon, en fin de compte, vous allez en faire des jeunes adultes qui n'ont pas réglé ce à quoi ils ont dû faire face dans leur enfance et ça peut les poursuivre très très longtemps. On parle d'antidépresseurs aussi, très régulièrement, les parents nous demandent. Alors, c'est vrai que nous, on met très vite le haut là, on dit, alors ici, vous êtes dans une association de parents. Alors, bien sûr qu'on a aussi des médecins qui sont concernés, mais nous, on est vraiment en recul de tout ça. Et on les redirige, voilà, il y a un article qui a été écrit par un médecin, on les redirige vers notre site et on leur dit, voilà, là c'est très important de vous tourner vers un spécialiste, donc vers un médecin. Bien souvent, les pédopsychiatres sont les plus adaptés pour les traitements et de voir avec eux si c'est une possibilité, si c'est quelque chose qui peut être envisageable pour que le jeune puisse s'en sortir. Donc là, voilà, on redirige très vite les parents vers les professionnels. On parle aussi de techniques alternatives. Donc, c'est vrai que nous, on a pas mal de retours, alors que ça soit sur l'art-thérapie. La thérapie avec les animaux, on en entend de plus en plus, et c'est quelque chose qui peut aussi vraiment être très aidant pour les jeunes. Et après, il y a d'autres techniques, voilà, sophrologie, shiatsu, ostéopathie. C'est des méthodes, voilà, qui en fin de compte peuvent aider le jeune à améliorer l'état, que ça soit physiologique ou l'état psychologique. Mais on est très clair, comme quoi ce n'est pas ça qui soigne la phobie scolaire. Il est important à un moment donné de faire la distinction du soin et par rapport à plutôt des techniques qu'on peut mettre à disposition pour leur fournir des outils pour eux-mêmes gérer ce qui leur arrive. Mais non, donc voilà, mais très important pour nous dans la boucle qui est un médecin qui puisse suivre tout ça. On les invite souvent à être, on va dire, très regardants sur ce qui se passe et puis de ne pas, on va dire, suivre toutes les techniques qu'on peut entendre parce qu'effectivement, il y a quand même encore pas mal de charlatans aujourd'hui qui profitent de la faiblesse des familles. Et on est très très vigilant sur ce point-là. Et donc, ouais, là, juste pour dire, c'est la chose qu'on leur explique très très vite. Il n'y a pas de baguette magique, c'est-à-dire que ce qui va marcher pour un enfant va pas forcément fonctionner pour un autre. Bien souvent, il y a des parents qui vont dire ah ça a été super, ça a complètement changé la vie de mon enfant, et on a tendance à se jeter, on va dire, sur la solution miracle. Et bien souvent, on peut être déçu parce qu'en fin de compte, il suffit qu'à ce moment-là, votre jeune ne soit pas prêt, on va dire, à faire ce fameux pas où dans l'accompagnement, c'est pas encore le moment, il y a encore autre chose à privilégier. Donc, c'est vraiment, en fin de compte, on invite à explorer. On explique voilà, que bien souvent, voilà, c'est pas toujours rapide l'évolution d'une phobie scolaire et qu'on parle plutôt de mois, voire années de prise en charge. Mais chaque petit pas pour nous est bien souvent une victoire. Donc, en résumé, hein, nos quelques années d'association nous permettent de dire que il y a des comportements contre-productifs, donc culpabiliser, pointer du doigt la famille, l'enfant, mais également la culpabilité que peuvent éprouver les enseignants face à cette situation. Ignorer, c'est-à-dire faire un petit peu l'autruche et se dire bah, ça va passer, c'est une crise d'ado, ou bien mon enfant n'aime pas l'école, ne pas être à l'écoute, forcer. Alors, demander de compenser, forcer l'enfant à tout prix à aller en cours, prendre sur soi ne fait qu'enfoncer dans la phobie. On mesure que le corps surréagit. Punir est contre-productif. Les cours non récupérés, les devoirs non rendus
ignorer les difficultés pour les évaluations. Punir un enfant qui va mal, hein, c'est une double peine. Donc la bonne approche, la bonne recette, donc c'est se poser, c'est accompagner, c'est créer ce fameux trio positif si important, c'est encourager l'enfant sans forcer, dédramatiser. Voilà, perdre une année ne va pas mettre en péril toute la vie de l'enfant. Il y a des chemins, des itinéraires bis. Un enfant n'a pas forcément un chemin tout tracé. Le rassurer, défocaliser de la question des apprentissages. Un enfant qui va mal, qui souffre d'angoisse, ne peut pas apprendre. C'est un enfant avant d'être un élève. Écouter ce que motive l'enfant. Il doit être acteur. Souvent, les enfants ont des passions, donc les écouter, orienter les apprentissages vers ce qu'ils aiment peut être très porteur. Et puis, il faut tester. C'est vrai que lorsqu'on a un enfant en phobie scolaire, il faut être créatif, il faut jongler, il faut combiner, il faut adapter des solutions. Il faut tenir le cap, pas souvent très facile, puisqu'on peut partir sur une année ou même plus de phobie scolaire et de parcours de soins. Et puis surtout, voilà, il faut positiver, il faut se dire que notre enfant a des capacités, qu'avec une bonne prise en charge, il s'en sortira de toute façon, quelle que soit la manière de s'en sortir. Privilégier le plaisir d'apprendre, c'est vraiment un point majeur. Alors qu'aujourd'hui, la pression des résultats, on le voit dans les collèges et des lycées, à l'approche des examens est très très importante. Garder le plaisir de transmettre le savoir aux enfants. Donc ça, c'est pour les enseignants. Un parcours chaotique est loin d'être un synonyme d'échec. Je parlais d'itinéraire bis qui fonctionne très bien. Nous voyons que la grande majorité de ces enfants trouvent leur voie. Quel que soit le temps que ça leur prend, ils la trouvent. Et notre leitmotiv dans l'association, c'est penser que l'enfant est un enfant avant d'être un élève. C'est quelque chose qu'on ne mesurait peut-être pas, nous, en tant que parents, avant d'être soumis et confrontés à la phobie scolaire de nos enfants. Pour conclure, on va parler du temps, et c'est ce qu'on répète très très souvent, le temps est notre meilleur allié. Il faut savoir que bien souvent, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de retour progressif à l'école, mais il faut savoir qu'il y a des jeunes qui ne repasseront plus à l'école. Ça a été le cas de mon fils aîné. Depuis l'âge de 12 ans, il n'a plus mis les pieds à l'école. Et que c'est plutôt le temps qui nous a aidés, le fait qu'il grandisse, qu'il prenne en maturité, qui lui a permis de chercher d'autres chemins, comme disait Odile, il y a des chemins divergents. Après, on parle de prendre en charge dès les premiers symptômes. Ça peut bien souvent éviter un décrochage total, et que chaque cas est particulier. Donc, ça, c'est très très important d'en prendre conscience quand on fait face à au phénomène de la phobie. Une petite planche qu'on apprécie d'un de nos soutiens de l'association, de Vincent D'Amato, et on vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, on passera aux questions un peu plus tard. On va passer la parole à M. Poirier. Écoutez, je me présente. Merci de m'avoir invité ce soir à causer. Je m'appelle Alexandre Ployer. Je vais parler ici avec une double casquette, en fait, ce qui va me permettre d'adopter un double point de vue. Je suis le père d'une maintenant jeune fille de 22 ans qui s'appelle Capucine. Et Capucine a été en phobie scolaire entre, grosso modo, ses 13-14 ans jusqu'à la sortie du lycée, autour de ses 18 ans. Et ça a été 4 années, alors vous l'avez entendu, la phobie scolaire, c'est quelque chose qui dure longtemps, c'est pas quelque chose qui se résout en un tournement. Il n'y a effectivement pas de baguette magique. Et donc, de cette histoire un peu longue, elle et moi avons fait un livre que nous avons écrit à 4 mains il y a maintenant 2 ans. Et je prends plaisir à venir un peu raconter à la fois son histoire et du coup la nôtre, non pas qu'on soit exemplaire de quoi que ce soit, mais parce que ça incarne, ça donne peut-être aux parents du coup des points pour s'identifier ou reconnaître ce qu'ils vivent de leur côté. Donc, c'est ce que je vais faire. D'abord en racontant du point de vue de père, ce que j'ai compris, ce qu'on a fini par comprendre, et on n'a pas tout compris de ce que Capucine a traversé, puis tout à la fin, plutôt rapidement, je prendrai ma casquette d'enseignant-chercheur.
parce qu'aujourd'hui, je suis maître de conférence en sciences de l'éducation et il se trouve que je travaille sur un sujet qui est l'école inclusive. Et que du coup, l'école inclusive, ça amène quand même à réfléchir à l'idée d'une école qui serait accueillante à tous les élèves, ce qui n'est pas complètement différent à la question de la phobie scolaire, évidemment. Donc, très rapidement, ce qui sont pour moi des points de blocage actuels dans l'école, ou en tout cas des points qui peuvent, sur lesquels il serait bon de se mettre à réfléchir collectivement, en fait. Donc, du coup, j'aimerais essayer de montrer ce que nous, on a compris, c'est-à-dire nous, les parents, de la phobie scolaire de Capucine, et qui nous autorise aujourd'hui à en dire quelque chose qui n'est ni scientifique, ni certain, mais qui est juste le point de vue particulier d'une famille qui a traversé quand même une épreuve extrêmement longue. Le premier point où là, vous allez entendre que ce que je dis se croise avec ce que mes collègues ont dit auparavant. Effectivement, on aurait beaucoup de difficultés à essayer de chercher une cause unique au déclenchement de la phobie scolaire. Pour Capucine, les choses se sont déclenchées plutôt au collège, sans que ses parents aient été plus ou moins conscients de ce qui se passait. Enfin, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout compris. On a entendu que très rapidement, elle nous a laissé entendre qu'elle ne voulait pas aller au lycée, ou plutôt qu'elle voulait aller au lycée professionnel alors qu'elle avait un très bon niveau. Que donc, voilà, peut-être préférait-elle les études courtes, les études très vite pratiques, l'inscription assez rapide dans le monde du travail. Bref, les choses ont éclos comme ça au collège, mais nous, on n'a pas trop compris, en fait, à ce moment-là. Elle raconterait que déjà à l'époque, elle avait des manifestations d'anxiété, puisque c'est quand même bien par là que tout commence, qui sont parfois extrêmement simples, des maux de ventre le dimanche soir ou à chaque fin de vacances, quand tout d'un coup il faut penser à retourner au collège. Et pour Capucine, l'endroit qui était le plus douloureux, le moment qui était le plus douloureux, c'était les évaluations. C'était pas tant aller au collège ni entrer au collège, il n'y avait pas de problème à l'époque, mais elle a commencé à nous décrire sa détresse au moment des évaluations, son sentiment que tout le monde la regardait, que son ventre allait gargouiller, que du coup on allait se moquer d'elle, des choses qui ont commencé à la mettre en difficulté. Donc les causes sont extrêmement variées pour Capucine, on ne sait pas trop d'ailleurs, elle n'a pas été harcelée, elle n'a pas été diagnostiquée quoi que ce soit, elle est sans doute hypersensible, on pourrait dire ça. Elle a des traits de personnalité qui pourraient renvoyer cette hypersensibilité, quoique finalement, je ne suis pas sûr qu'on a besoin de cette catégorie pour dire ça, mais en tout cas, elle se montrait relativement sensible à pas mal de phénomènes scolaires. On peut souligner que ses parents, qui étaient tous les deux enseignants, donc sa mère et moi, on est tous les deux à l'origine des enseignants, donc sans doute qu'on a fait peser sur elle une pression plutôt plus forte que la moyenne des autres parents, et que ça a développé chez elle une forme d'angoisse de performance. Là encore, c'est difficile de juger, mais effectivement, le fait qu'elle ait été très très inquiète pour les évaluations pourrait plaider en ce sens. Et donc, évidemment, très rapidement, chez elle, mais sans qu'on en sache rien, des formes de retrait scolaire sont devenues des stratégies pour déjouer l'anxiété, mais ça, j'y reviendrai plus tard. On peut dire aussi qu'à l'époque, le climat familial était un peu tendu, donc ça a sans doute amplifié ces angoisses. Et puis, il y a un dernier phénomène qui est typique qui relève uniquement de Capucine, qui n'est pas quelque chose qu'on peut généraliser, mais elle souffrait à l'époque d'une double scoliose. Et comme elle était adolescente, avoir un dos tordu quand on est adolescente, c'est pas simple. Et donc l'image de son corps était perturbée, le regard des autres la dérangeait, et elle savait, on a rapidement su, dès ses 15-16 ans, qu'il allait falloir l'opérer de la colonne vertébrale, lui cimenter toute la colonne vertébrale pour la redresser, et cette perspective-là, à mon avis, n'a pas été complètement innocente dans le déclenchement de son retrait scolaire. Ce qui est intéressant à noter ici autour de cette question de la scoliose, c'est la réaction des enseignants. Alors, pour le coup, je ne cherche pas à accuser parce qu'ils n'étaient pas au courant qu'elle avait une scoliose, mais les enseignants lui interdisaient de ne pas se dévêtir en classe, évidemment. Or, Capucine préférait garder un blouson pour ne pas rendre visible la courbure de son dos, de même qu'elle préférait se mettre au fond de la classe, de même qu'elle préférait se mettre contre un mur de manière à pouvoir se mettre de biais et évidemment de faire en sorte qu'on devine rien. Donc là, il y a un malentendu des enseignants qui agissent une discipline ordinaire, basique, et Capucine qui du coup se sent humiliée et inquiète parce qu'elle, ce qu'elle veut absolument, c'est ne rien montrer de cette difficulté-là.
Bref, il y a tout un tas de causes. C'est vraiment extrêmement compliqué de dire ce qui a déclenché quoi. Et d'ailleurs, je pense qu'on a rapidement cessé d'essayer de savoir, cessé d'essayer de se culpabiliser. Par ailleurs, je crois que c'est vraiment important. Christelle et Odile l'ont dit parfaitement. Il ne s'agit pas de chercher une culpabilité quelconque du côté des parents. C'est parfaitement improductif. Et l'idée de courir après les causes, au bout d'un moment, ça devient en soi improductif. Alors, si on regarde maintenant du côté des multiples manifestations par lesquelles la phobie scolaire de Capucine s'est manifestée, on a là tout le panel en fait, avec évidemment quelque chose qui a des crescendo entre 14 et 16 ans ou 16 ans et demi, où là les choses sont vraiment devenues critiques. Donc au départ, c'est des manifestations très faibles, donc ces maux de ventre, des gargouillis. Elle parlait de ces gargouillis, voilà. Et donc nous, quand on entendait ça, on était bien incapable de relier ça à une quelconque anxiété. On se demandait, oui, on faisait comme tous les parents, on cherchait des troubles somatiques classiques, qu'est-ce qu'elle peut bien avoir, enfin bon bref. Donc au départ, ça commence comme ça, et puis peu à peu, on voit qu'elle perd confiance envers les adultes, qu'on sent qu'elle n'aime pas ses enseignants, on sent qu'elle perd confiance envers la mission de l'école, qu'elle la désinvestit, qu'elle cherche, qu'elle est dans des effets de rationalisation, comment est-ce qu'elle pourrait justifier de faire le moins d'études possible, par exemple, enfin voilà, ce genre de choses-là. Et ce désinvestissement va aller jusqu'à commencer à sécher, évidemment. Alors ça, nous, on n'en sait rien. Et puis le collège, d'ailleurs, ne nous en avertit pas clairement. Donc ce désinvestissement fait qu'elle demande à être orientée en lycée pro, puis c'est pendant son année de seconde en lycée pro qu'elle va rompre de manière extrêmement brutale. Et nous, on va comprendre en fait que c'est les relations qu'elle a avec une enseignante dans ce lycée, dans sa formation, qui sont à l'origine de ce décrochage. Donc on pense à un décrochage, on ne voit pas de psy derrière. Et donc on essaie de la réinscrire en seconde générale. Et à la rentrée d'après, elle va en seconde générale dans un lycée proche de chez nous. Elle tient bon, allez, 2-3 mois où nous on a l'impression que ça va à peu près, mais en fait elle fait des efforts de suradaptation. Là aussi, Odile l'a dit, ce sont des gamins qui ne sont pas du tout dans de la mauvaise volonté. Elle aurait bien voulu que ça marche. Donc elle fait des efforts redoutables le matin pour se lever, pour rentrer dans le lycée. Elle a l'impression d'être tout le temps perdue dans les couloirs, elle est complètement désorientée dans un lycée qu'elle connaît, qui n'est pas plus inquiétant qu'un autre lycée. Elle a l'impression qu'elle ne va pas y arriver, qu'on lui en demande trop, que tous les autres élèves sont meilleurs qu'elle. Elle commence à s'acoquiner avec les 2-3 crapules du coin. Voilà, bref, elle se met dans des attitudes qui évidemment montrent une forme de désinvestissement, mais qui n'a pour objet que de la protéger en fait, tout simplement. Et puis au bout d'un trimestre, elle a une moyenne qui est acceptable pour nous, ses parents, puisqu'elle a 10, on est plutôt content. Et puis le conseil de classe juge que c'est très insuffisant, il lui adresse un avertissement de travail. Et à partir de là, ça a été terminé. Elle n'a plus mis les pieds au lycée, ou quasiment pas. Mais c'est une semaine plus tard, elle a refusé de se lever, et là, ça a été terminé. Donc là, on est passé sur une forme plutôt aiguë, du coup, de phobie scolaire, avec un retrait qui est devenu en même temps un retrait social. Elle voyait de moins en moins d'amis, elle était de plus en plus en difficulté pour sortir, pour faire des choses simples, des choses d'ado, aller bouffer à McDo, aller au restaurant avec ses parents, aller au cinéma avec ses amis ou s'acheter des fringues dans un magasin. Tout ceci lui devenait difficile, voire impossible, et sont apparues à ce moment-là des crises de panique qu'elle nous a décrites a posteriori. Nous de mémoire, je ne crois pas qu'on l'ait déjà vu en crise de panique, mais elle les vivait à l'entrée du lycée ou devant un magasin où il fallait qu'elle sorte en urgence du cinéma, etc. Et à ça s'ajoute ce que connaissent tous ces enfants-là, à savoir des anticipations douloureuses, c'est-à-dire qu'ils imaginent le prochain réveil pour aller au lycée, la fin des vacances. Alors du coup, ça conduit à des insomnies plus ou moins violentes, plus ou moins longues. Et plus ils sont en insomnie, plus ils sont incapables de se lever. Le cercle vicieux s'installe. Ça s'accompagne pour Capucine en fait d'une pente dépressive. Je m'aperçois que j'ai pas écrit le mot, mais elle, ce qu'elle va déclarer, c'est une dépression plutôt lourde du coup. Donc là, on entre dans une forme de phobie scolaire plus en fait. D'ailleurs, Capucine ne dirait pas phobie scolaire, elle ne parlerait pas de phobie scolaire. Elle retient de toute cette histoire-là qu'elle a traversé une dépression. Donc perte de l'appétit, maux de ventre, somatisation diverses et variées, troubles de l'humeur, refuge dans la chambre, puis uniquement dans le lit, rétrécissement des centres d'intérêt, pas causante, pas sympa, pas agréable. En tout cas, vous imaginez très bien ensuite
l'enchaînement logique des faits. Donc on comprend pas, on essaie de forcer, donc on a recours aux morales traditionnelles, à la thérapie du coup de pied au cul, de manière tout à fait métaphorique. On ne lui a pas donné de coup de pied au cul, mais voilà, on est nous aussi traversés par l'idée que si elle faisait un petit effort, ça se passerait autrement. Enfin, toutes choses que traversent l'ensemble des parents et qui sont particulièrement idiotes quand on les regarde a posteriori. Mais bon, voilà, je ne crois pas qu'il faille s'en sentir particulièrement coupable. On est quand même un peu tous passés par là d'une manière ou d'une autre. Et puis jusqu'au jour où un psychiatre a posé les mots, il nous a dit, bah voilà, phobie scolaire, très rapidement, et du coup, on est entré dans une dynamique de soins à partir du moment où ce diagnostic a été posé. Alors, il a été posé de manière fort peu expliquée par une psychiatre qui s'est contentée de lui adresser des médicaments et de lui donner un rendez-vous pour quelques mois plus tard et de nous donner les coordonnées d'un soin-étude dont je vais parler après. Et ça a été sans doute quand même la bonne idée, en fait. En ce qui concerne Capucine, ça a été la bonne idée. Alors, je crois beaucoup d'enfants qui traversent ça, Capucine a connu toute une galaxie de soins divers et variés, et encore moins que certains, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont refusé. Très vite, elle a manifesté des choix quand même. Il y a des choses qu'elle voulait, des choses qu'elle ne voulait pas. Donc, elle a très rapidement entamé un suivi psychothérapeutique avec une psychologue, et ça lui a fait pas mal de bien. Alors, ça a été limité, il y a un moment... elle trouvait le psychologue trop gentil, trop condescendant, donc ça lui paraissait plus très utile, mais il vaut mieux trouver une psy sympa et justement empathique. C'est quand même pas mal. Et donc cette psy-là était effectivement extrêmement empathique et a permis à Capucine de se renarcissiser un petit peu, de rétablir le contact avec quelqu'un d'une manière positive. Et donc là, ce qui est vraiment important, c'est de trouver un psy avec lequel le courant passe. Et moi, j'ai presque envie de dire, peu importe le type de psy, ce qui compte, c'est aussi le type de lien qu'on construit avec lui. Et là, pour Capucine, c'était important d'avoir du lien avec une femme qui était dans une posture, par ailleurs, très réconfortante, très ronde, très chaleureuse. Et ça faisait du bien, tout simplement. Elle mettait du baume. Bon. Ce qui a été aussi du côté du soin, et là, je rejoins ce qui a été dit auparavant, c'est la nécessité de l'arrêt d'école. Ce qui d'abord fait soin, bizarrement, c'est la chute de la pression scolaire, évidemment. Et donc, quand Capucine a dit, non, là, je peux pas y aller, elle n'y est plus allée, en fait. Et ça a quand même été une forme de soulagement pour elle. Et puis, il faut pas se le cacher. C'est aussi une forme de soulagement pour les parents que de faire tomber la pression, parce que la pression, c'est pas que les enfants qui la vivent, les parents qui sont extrêmement culpabilisés, comme Christelle vous l'a dit, par la pression sociale, ont aussi besoin de décompresser un petit peu. Et c'est pas mal quand tout d'un coup quelque chose s'arrête, on dit stop là, ok, on n'y va pas, on verra bien ce qui se passe. Donc Capucine, elle a coupé les ponts dans sa deuxième année de seconde, entre, on va dire, la fin du premier semestre et la rentrée d'après. Alors là, je ne sais même plus si on a fait du CNED à cette époque-là. De toute façon, le CNED, c'était pas vraiment concluant, donc bon, voilà, peu importe. Mais en tout cas, il y a eu un break assez important, et d'ailleurs, break qu'elle a mis à profit pour aller quelque temps aux États-Unis, dans la famille du frère de sa mère, donc on a la chance qu'il ait bien voulu l'héberger. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, et là c'est Odile qui a dit ça tout à l'heure, ils sont capables d'aller faire des choses ailleurs qu'ils ne font pas à la maison, c'est que là-bas, à 10 000 km de chez nous, elle a été capable d'aller prendre des cours à l'université de Saint-Louis du Missouri, de prendre des cours d'anglais, c'est-à-dire de se lever le matin, de prendre le métro, d'aller affronter, en étant quasiment pas anglophone, un monde anglophone. Donc elle a fait ça pendant 3 mois. Donc c'est quand même assez surprenant et sans doute que ça lui a fait du bien pour de se sentir capable. Et quand elle est rentrée en France, elle a manifesté le désir d'adopter une solution qui lui avait été proposée, c'est-à-dire d'entrer dans un soin-études. Et là, ce soin-études, elle va y rester longtemps, d'ailleurs, plutôt longtemps par rapport à la moyenne, c'est-à-dire plus d'1 an et demi, ce qui fait quand même une séparation longue. Et entre-temps, j'ai juste oublié de dire ça, elle avait été mise sous antidépresseurs, ce qui, si ça ne soigne pas, effectivement, ça ne peut pas disparaître la phobie scolaire. Quand même, dans le cas d'une gamine très déprimée, ça permet de stabiliser des choses, de faire reculer un peu le risque suicidaire parce que ça existe pour certains gamins, il ne faut pas se le cacher, et ça rétablit un certain accès à la pensée. L'anxiété baissant, l'enfant est plus accessible à des modes de pensée à partir desquels elle va pouvoir travailler avec ses psys. Donc ça a été quand même important. Et le suivi de l'antidépresseur, lui, a duré
plutôt longtemps, hein, plusieurs années. J'ai vu dans le chat que quelqu'un posait la question des soins-études, justement. Donc, c'est très bien parce que je vais en dire quelques mots, parce que c'est une solution qui est pas hyper connue, notamment parce qu'il n'y a pas des soins-études dans tous les départements, dont toutes les familles n'y ont pas accès, ce qui pose une question générale sur la phobie scolaire, savoir que toutes les familles n'ont pas accès aux mêmes chances. C'est une inégalité. Enfin, la phobie scolaire est une révélatrice d'inégalités sociales très fortes. Des familles n'ont pas accès à des psychiatres facilement, ne savent pas comment se démerder pour faire le forcing, ne savent pas aller frapper aux bonnes portes, tandis que d'autres ont les réseaux, les copains, les machins, qui fait que ça va plus vite. Bon. Donc ça, c'est parfaitement injuste, mais ça existe. Donc ces soins-études, ce sont des structures mixtes, en fait, dans lesquelles il y a à la fois un hôpital et à la fois du scolaire. Alors ça peut être un collège-lycée, un lycée tout court ou un collège tout court, peu importe. En tout cas, il y a du soin et des études, d'où le tiret entre les deux, puisqu'il s'agit à la fois de donner du soin et de remettre le gamin le pied à l'étrier pour qu'il reprenne un petit peu une scolarité, avec cette idée que reprendre une scolarité dans un endroit qui n'est pas angoissant, c'est sans doute aussi soigner. Les études soignent et on soigne pour aller faire des études. Voilà, c'est vraiment cette idée du mixte. L'hôpital dans lequel elle va aller s'appelle le CMPA, Centre médico-pédagogique pour adolescents de Neufmoutier-en-Brie, au fin fond de la Seine-et-Marne. Donc un très vieux sanatorium très inquiétant du 19e siècle, où sans doute on a soigné des maladies pulmonaires mortelles à l'époque. Donc un truc très glauque, un vieux château, et à côté un hôpital. Donc ça faisait beaucoup fantasmer les gamins. C'était leur jeu de la nuit faire le mur et d'aller visiter le château hanté. En tout cas, dans ce château hôpital, il y avait deux étages médicaux. Un pour les enfants dits somatiques, qui avaient, par exemple, été accidentés de la route, traumatisme crânien, des choses de ce genre-là, qui étaient en phase de récupération, et un étage pour les psychiatriques, donc qui développaient des troubles qui vont de la simple phobie scolaire de base jusqu'aux tentatives de suicide répétées, aux anorexies mentales les plus violentes, etc. Donc quand même une population d'enfants extrêmement malheureux, ce qui est pour les parents très compliqué. Quand on déposait Capucine tous les dimanches soirs dans cet établissement, il y avait quand même une forme de difficulté. Elle a laissé là dans un monde où il y avait que des enfants cabossés, en fait. C'est la face invisible du pays, en fait. C'est tous ces enfants qui sont sous le système, qui sont pas dans les radars de l'école et qui se retrouvent là, cabossés entre eux, à vivre une vie entre eux. Et qui se font du bien entre eux, par ailleurs, parce que Capucine, ça lui fait beaucoup de bien de rencontrer des gamins qui n'allaient pas bien. C'est sans doute paradoxal, mais elle a eu besoin de rencontrer des gamins qui n'allaient pas bien pour partager avec eux des expériences de vie, se rendre compte que finalement, sans doute, n'avait-elle pas hérité du pire, que d'autres étaient encore plus malheureux qu'elle. Bon, bref. Dans ce soin-étude, donc, du coup, elle a reçu du soin, évidemment, qui a pris la forme d'ateliers à médiation très divers. Alors, il y a énormément de choix, les gamins s'inscrivent librement, ça peut être de la cuisine, des ateliers, oui c'est ça, c'est la Fédération de santé des étudiants de France exactement, Mélissa. Des enfants qui peuvent faire des ateliers do it yourself, donc des formes de bricolage, il y a des ateliers sport, de la musique, il y a une salle de musique avec toutes sortes d'instruments à disposition. Certains allaient faire de l'équithérapie, il y avait de la balnéothérapie, puisque au sous-sol de l'hôpital, il y avait une grande piscine, chauffée, etc. Bref, tout un luxe quand même de médiation qui permettent aux gamins à la fois de se resocialiser en étant avec à la fois des adultes référents et d'autres adolescents, et donc de réapprendre à se faire confiance, à se parler, à jouer ensemble, à échanger, et à se restaurer, c'est-à-dire à essayer de retrouver un peu d'estime d'eux-mêmes, tout simplement, c'est-à-dire d'être mis en réussite, d'être mis face à des trucs simples, c'est-à-dire par exemple préparer un repas. Capucine, elle était à l'atelier cuisine, alors c'est la restauration dans le double sens du terme pour le coup, elle restaurait un peu quelque chose de l'image d'elle-même en préparant des repas qu'ensuite ils faisaient, ils invitaient d'autres gamins à venir manger leur repas qu'ils avaient cuisiné, donc c'était gratifiant. Dans cet univers, on proposait également beaucoup de types de thérapies possibles, depuis les fameuses thérapies cognitivo-comportementales jusqu'à des thérapies, des psychothérapies plus classiques. On pouvait faire tester les enfants avec leur accord, donc Capucine l'a pas voulu et nous on n'était pas chaud non plus, donc ça n'a pas été testé en l'occurrence. Les suivis externes peuvent continuer, c'est-à-dire que Capucine avait son psy à l'extérieur, donc un taxi venait la chercher,
l'emmenait chez son psy, l'attendait et la ramenait quand même. Donc là, elle avait une prise en charge, c'est que c'est bon à savoir aussi parce qu'il y a de la question financière derrière. Elle avait une ALD, affection longue durée, donc une prise en charge par la sécurité sociale à 100% et tous les frais des prises en charge, ce qui est un peu le nerf de la guerre, évidemment, parce que quand il n'y a pas cette prise en charge par la Sécu, les parents sont en grande difficulté. Il faut souligner dans ces endroits-là le rôle absolument crucial des infirmières psychiatriques qui sont, en tout cas dans cet endroit-là, on le sait bien, qu'elles font un métier formidable, ou en tout cas qu'elles sont formidables pour faire un métier très très dur. Et là, Capucine a eu la chance de rencontrer Maria, une infirmière qui s'est occupée d'elle du matin au soir et du soir au matin. Les nuits compliquées, elle peut être là. Quand Capucine se ronge les ongles jusqu'au sang, elle lui propose une manucure. Quand Capucine pleure, elle l'écoute. Elle lui raconte des histoires, elle lui brosse les cheveux. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer de, a priori, parfaitement régressif, des détails du quotidien, des choses qui ne s'inscrivent pas dans des répertoires ou des manuels diagnostiques et qui pourtant font que Capucine a retrouvé goût à la relation humaine et a gardé pour cette femme-là une gratitude extrêmement forte. Donc ça compte quand même. Donc, le rencontrer un peu d'humanité. Tout n'est pas que protocole. Et puis, en soi-même, l'ordre que faisait vivre le soin-étude était thérapeutique, c'est-à-dire que les gamins étaient coupés des moyens de communication traditionnels, ce qui leur faisait très bizarre. Il y avait une salle de télé collective, donc il fallait qu'ils négocient le programme qu'ils voulaient voir pendant un temps très réduit le soir. Ils n'avaient pas droit au portable, sauf 2 heures en fin de journée, et après, il fallait le rendre. Alors, tous trichaient, par ailleurs. Mais voilà, c'est une forme d'adaptation. Il y avait des horaires de repas en commun, il n'y avait pas le droit de manger entre les repas, il fallait, bref, des choses extrêmement strictes qui donnaient des cadres en fait pour des gamins qui parfois en manquaient. Alors Capucine le vivait extrêmement mal parce que c'était pour elle une contrainte, une privation de liberté, c'était injuste. Alors quand elle venait à la maison, elle prenait des choses à manger, qu'elle planquait dans son sac, qu'elle planquait dans sa table de nuit, et puis quand elle se faisait choper, il fallait tout rendre. Bref, voilà, toute une petite vie qui s'organisait dans ce lieu-là. Et l'autre versant, évidemment, c'est l'école, parce qu'on ne va aux soins-études que si, en même temps, on s'engage un peu à reprendre une scolarité. Et donc, Capucine, elle avait complètement arrêté la scolarité. Et dans les premiers temps, ça a été très compliqué, le retour à la scolarité. C'est-à-dire qu'ils lui ont fait une offre, ils lui ont proposé d'aller dans ce qu'ils ont appelé une classe spéciale, une classe à pédagogie spéciale, pas d'évaluation, pas de programme. On ne travaille que ce que tu as envie de travailler, de la manière dont tu as envie de le travailler, au rythme qui est le meilleur pour le tien. Et si ça va pas, une infirmière vient te chercher et tu remontes dans ta chambre. Donc c'était zéro pression. Et quoi que ça ait été donc zéro pression, Capucine n'a pas tenu un mois en fait, parce que pour elle c'était une pression énorme. Il y avait quand même pour elle une logique de réussite. Si je suis là, il faut que j'aille à l'école, et si j'y vais pas, ils me feront partir. Et au bout de peu de temps, elle y est plus arrivée en fait, tout simplement. Et il a fallu partir du CMPA pendant 1 mois et elle est allée là en une clinique pour se reposer complètement, une clinique traditionnelle dans laquelle là, pas d'école, rien, du repos, rien que du repos. Et au bout de ce mois, elle est revenue assez apaisée. Et là, elle a commencé à prendre le rythme de la scolarité. Et elle y est allée, alors plutôt régulièrement, c'est-à-dire 3-4 heures par jour, faut pas exagérer non plus, je suis pas sûr qu'il avait fait une journée entière, mais voilà, avec les profs qui lui faisaient pas peur, parce qu'il y en a qu'elle pouvait absolument pas voir. Il y avait un prof d'histoire-géographie qui avait une ligne patibulaire à son goût, et là, elle voulait pas y aller, elle voulait pas être seule avec lui. Ça c'était pas possible. Mais ce qui avait de bien, c'est qu'elle a pu le dire à une infirmière, ça a pu être parlé avec cet enseignant-là, ils ont pu trouver des accommodements. Voilà, là, on est face à des gens qui ne vont pas se braquer, en fait, qui comprennent que l'enfant a des besoins extrêmement spécifiques, qu'il faut donc leur répondre de manière tout aussi spécifique. Et ce qui est intéressant, c'est que Capucine a choisi finalement d'abord de préparer son bac français, bon, très bien. Donc là, elle était en réussite, ils l'ont mis en réussite, elle avait des bonnes notes. Puis elle a renoncé devant l'obstacle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas passé le bac français. Puis l'année d'après, elle a refusé de passer le bac tout court. Ça a été un point pour nous évidemment compliqué, c'était une forme de deuil, pour elle aussi, vraisemblablement. Mais elle a décidé du coup de préparer une autre formation qui l'amènerait au métier d'auxiliaire de puériculture. Et donc là, l'établissement l'a préparée au concours. Donc elle a été mise dans les mains d'une prof de SVT qui lui a fait réviser tous les programmes, qui lui a fait travailler les annales, elle a fait des maths parce qu'il y avait des tests psychotechniques. Bref, ils lui ont fait tout un programme à la carte et où elle a redécouvert le plaisir d'apprendre, la capacité à être en lien avec des profs. Bref, elle a repris conscience.
confiance. Et elle a réussi l'ensemble de ses examens. Et quand elle les a passés, donc elle a décidé de quitter le CMP. Alors, ça s'est fait en 2 semaines de temps, 3 semaines peut-être, elle a préparé la sortie, mais ça a été très rapide au bout d'un an. Et à partir de là, voilà, elle a sauté dans le grand bain, c'est-à-dire qu'elle a été prise dans une école d'auxiliaire de puériculture en alternance. Elle est entrée en formation. Là, nous, on a eu très peur parce que c'était l'année du confinement. Donc, il y a un moment, tout s'est arrêté. Et il a fallu suivre la formation à distance. Et là, on a vu que c'était quand même plutôt compliqué. Donc, on a craint qu'elle ne puisse pas reprendre ou qu'elle profite du confinement pour, entre guillemets, rompre. Et non, elle a tenu bon. Elle est allée au bout de cette formation. Alors, je vous passe les multiples péripéties, peur, panique parce qu'elle oublie tel papier, parce qu'il y a tel certificat qu'elle a pas pu passer, il faut qu'on l'inscrive au dernier moment en trouvant un centre où elle pourra faire ça, le truc de premier secours qui est obligatoire, qu'elle avait évidemment zappé, enfin bon, tout un tas d'obstacles qu'elle se met sur son propre chemin évidemment, mais au total, elle est certifiée, elle devient auxiliaire de puériculture, elle trouve un employeur et elle va finir par travailler en crèche. Alors, j'ai presque envie de dire fin de l'histoire, entre guillemets. Bon, en fait, c'est pas vrai, puisque 6 mois plus tard, elle fait un burn-out complet et elle décide de quitter le monde de la crèche. Depuis, elle fait un tout autre métier dans lequel elle est infiniment plus épanouie. Elle est responsable de la barre de nuit à Montmartre à Paris. Donc, rien à voir, vous voyez. Donc, quand Odile dit que les enfants choisissent des voies qui ne sont pas la voie majoritaire ou l'autoroute de la réussite telle qu'on l'a tous fantasmé, eh bien, notre fille en est l'exemple parfait. Elle a choisi sans doute la porte la plus étroite, la voie la plus tordue et pas la plus rassurante pour nous, évidemment. Mais a priori, elle y trouve en tout cas matière à se reconstruire une estime d'elle-même, un sentiment d'être capable de faire des choses. Et puis, quand on a été phobique, et pas que scolaire, social, être capable de gérer un bar de nuit et tous les loulous qu'il fréquente, c'est quand même le signe que quelque chose a beaucoup bougé. Donc c'est quand même une évolution dont on est, nous, très heureux, évidemment. Plus rapidement, parce qu'il est déjà tard, je vais juste prendre du recul et regarder tout ce que je viens de dire, en tout cas regarder la question de la phobie scolaire de mon point de vue d'enseignant-enseignant, puisque moi j'ai enseigné 15 ans en collège, donc il se peut fort bien que j'ai rencontré des tas d'enfants en phobie scolaire que j'ai jamais reconnus à l'époque. C'est-à-dire que j'ai sans doute eu dans mes classes des enfants qui souffraient de cette difficulté-là et qui n'étaient pas là et pour lesquels je ne me suis pas inquiété plus que ça. Ça laisse entendre le besoin qu'on a de former les enseignants par ailleurs. Et ça, c'est pas le sujet. En tant que chercheur, la question qui peut m'intéresser, c'est la question de la responsabilité de l'école. Parce que quand on parle de phobie scolaire, on entend qu'on pourrait croire que la phobie est très clairement déclenchée par le milieu scolaire. On peut penser comme ça, et puis aussi on peut penser que c'est à l'école que quelque chose se déclenche d'une difficulté psychique. Bon, donc en gros, est-ce que l'école est responsable ou pas? Est-ce que l'école française telle qu'elle fonctionne est responsable de ce qui se passe pour quand même des milliers de gamins? C'est pas une mauvaise question. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, lors du colloque justement fait par l'association phobie scolaire, il y a une maman qui a dit que les enfants en phobie scolaire étaient des lanceurs d'alerte. Alors j'ai trouvé l'expression à la fois intelligente, juste, et puis elle résume très bien. Et donc effectivement, il faut écouter ces enfants-là pour entendre ce qui ne va pas à l'école quand même. Alors je ne dis pas pour ma part que l'école est responsable de tout, mais peut-être qu'on peut quand même penser à travers de ces enfants qu'un certain nombre de choses ne vont pas à l'école. Et du coup, on pourrait se poser une seconde question. Alors moi, je vais répondre à aucune de ces deux questions-là. Ce sont des questions rhétoriques. Je n'ai pas le pouvoir de pouvoir répondre à tout ça. Est-ce que l'école pourrait s'améliorer au point de prévenir les difficultés de type phobie scolaire, voire d'y remédier? Bon, ça, c'est un enjeu majeur. Et moi, j'ai envie de faire une réponse un peu ambiguë, là, dans un premier temps, en disant que si l'école ne peut pas être tenue pour seule responsable de la détresse de milliers d'enfants en phobie scolaire, en revanche, elle serait responsable et coupable si désormais, alors qu'elle est quand même au courant, et qu'on s'ingénie, comme vous le faites là aujourd'hui à la PEP, de la mettre au courant, elle serait responsable donc si elle ne tenait pas compte des signaux que les lanceurs d'alerte que sont ses enfants lui envoient, et si elle ne se mettait pas à les écouter.
Donc là, il y a une responsabilité morale du côté de l'école pour peut-être écouter ce qui se passe pour ceux qui sont cabossés, parce que écouter les enfants qui vont tout droit au bac et qui réussissent sans coup férir, c'est écouter les enfants qui n'ont pas besoin de l'école, qui auraient réussi dans toutes les circonstances. Il s'agirait de faire l'école autour des enfants qui n'arrivent pas à l'école, justement. Or, c'est pas tout à fait ce qui se passe, évidemment. Donc, du coup, moi, je me pose une question un peu idiote. Hein. Qu'est-ce qui pourrait être changé à l'école qu'est-ce qui pourrait se réformer tout d'abord, j'ai pas l'impression que l'école ait très envie de se réformer pour l'instant, et je n'entends pas dans les changements de ministère, quelle que soit leur couleur politique, qu'on change les paradigmes par lesquels l'école est construite. Hein. On est dans quelque chose qui reste étroitement coordonné à une école qui a été pensée par Jules Ferry au XIXe siècle. Et d'une certaine manière, on n'est pas sorti de ça. À quoi on peut voir ça ? Eh bien, la permanence d'une forme scolaire extrêmement rigide, hein, qui frappe d'ailleurs de stupeur beaucoup de collègues chercheurs étrangers quand ils viennent visiter nos établissements scolaires, qui, alors que nous, on ne cesse de s'impressionner du bordel de nos écoles, eux, ils y voient l'ordre et la discipline, même dans nos écoles élémentaires. Et ils sont tout à fait surpris de la manière dont les enfants sont en rang, les enfants lèvent la main pour parler, les enfants doivent être assis 6 heures de rang dans une classe derrière une table sans bouger, ils peuvent pas porter de casquette, ils n'ont pas le droit d'aller aux toilettes quand ils veulent. Enfin, toutes ces micro-règles qu'on a cessé d'interroger parce qu'elles sont entrées dans notre peau, nous-mêmes en tant qu'élèves, et nous-mêmes en tant que parents, nous les avons répétées à nos enfants, eh bien tout ça, ça fait une école un peu rigide, et c'est loin d'être facile. J'en prends l'exemple du manteau pour Capucine. On peut se demander en quoi ça emmerde un prof que Capucine garde sa veste pour dissimuler son dos tordu. Voilà, en quoi ça fait d'elle une mauvaise élève. Donc pourquoi venir emmerder un gamin qui garderait une veste en cours ? On peut s'inquiéter de ce qu'il a et donc peut-être lui poser des questions, mais pourquoi l'empêcher ? Donc voilà, donc peut-être qu'il y a lieu, un point d'interrogation à réfléchir à la manière dont on pourrait assouplir la forme scolaire, la manière dont l'école est construite, tout simplement. Deuxième point où il faudrait sans doute réfléchir, les enseignants continuent d'une manière presque inconsciente à travailler comme s'ils avaient à l'esprit un élève idéal qui n'existe pas en fait, un modèle d'élève idéal, un peu un robot, un enfant qui apprend ses cours, un enfant soutenu par ses parents, un enfant qui est toujours présent, qui est poli, qui lève la main, qui est propre sur lui, qui s'assied correctement, qui est bon dans toutes les disciplines, voire même bon en sport, qui en gros ne pose pas de problème. Or, bizarrement, on sait bien que cet enfant-là, il est rare, voire il n'existe pas, et on sait même aujourd'hui, moi qui travaille dans le champ de l'école inclusive, que l'école est saturée d'altérité. Il n'y a pas deux enfants qui se ressemblent. On parle de besoins éducatifs particuliers. On parle évidemment de profils divers. On parle de 10, de machin, de bidule dans tous les sens. Donc, peut-être qu'il serait temps que les enseignants soient davantage formés à entendre que la diversité est devenue la norme, que la norme, c'est pas l'élève idéal qu'ils fantasment. Et peut-être, on pourrait même imaginer qu'en déplaçant un peu leur rapport par rapport à cette norme de l'enfant idéal, ils seraient psychiquement plus capables d'accueillir la diversité des élèves. Donc, ils seraient plus à l'écoute, ils seraient moins inquiets de voir un enfant un peu bizarre. Donc, en étant plus à l'écoute, parfois, ils pourraient venir s'intéresser, se pencher, écouter ce qui se dit, questionner, rencontrer les parents, bref, ne pas être immédiatement dans des procédures de justification. T'es pas là, t'as un mot d'absence, ça fait 3 fois que t'es pas là, est-ce que t'as un mot du docteur ? Enfin, tous ces trucs où, tout simplement, on a l'impression que le rapport qu'on instruit aux enfants est un rapport constant de doute, de suspicion, un rapport disciplinaire, un rapport, pourquoi pas, je vais être même très, très, très provocateur, pénitentiaire, surveillons-les de peur qu'ils s'échappent. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler. Alors on pourrait se demander justement si c'est pas une chance historique qui nous arrive là, avec cette idée de l'école inclusive, inclure des enfants qui auparavant n'avaient pas leur place à l'école, pour que nous nous enseignions les uns aux autres un rapport différent à la norme, un rapport un peu plus large, un peu plus souple à la norme, un peu moins sclérosé. Et alors, du coup, peut-être que nos enfants en difficulté se trouveraient un peu plus apaisés. Dernier point, j'aime bien conclure là-dessus parce que c'est le point sur lequel le moins de gens sont d'accord, et donc c'est celui qui ouvre à la discussion. Pour ma part, je continue à m'interroger sur les vertus d'un système tout entier piloté par l'horizon d'un bac dont tout le monde en même temps prétend qu'il ne vaut plus rien. Voilà un beau paradoxe à la française. Je ne sais combien d'années de la scolarité d'un enfant sont orientées vers l'obtention d'un bac que tout le monde se plaît à dire
qu'il ne sert à rien parce que tout le monde l'a. Alors non, tout le monde ne l'a pas, par ailleurs. Capucine ne l'a pas, mais beaucoup d'enfants ne l'ont pas. On se plaît à centrer notre regard sur ces enfants qui l'ont, qui justifient par leur réussite le système scolaire. Et le système scolaire, par la manière même dont il est pensé, suscite l'échec qu'il constate et qu'il regrette. Alors peut-être, phrase complètement utopique et voire pourquoi pas idiote, pourrait-on imaginer valoriser autrement les parcours des élèves que par ce petit sésame du bac qui est légèrement surfait, qui ouvre soi-disant aux études supérieures dans lesquelles, eh bien, par exemple en licence, un étudiant sur 2 se fait casser la gueule. Donc après l'illusion de l'obtention du bac, il échoue en licence dramatiquement parce que finalement là, une sélection féroce détermine qui aura le droit d'aller en master et qui n'aura pas le droit. Et donc cette idéologie de 90% d'une classe d'âge au bac, finalement, est une forme d'hypocrisie ou d'imposture, si je voulais être désagréable. Donc, quitte à dénoncer une imposture, pourquoi, et ça sera le mot de la fin, pourquoi pas supprimer le bac? Là, évidemment, j'imagine que tout le monde ne peut pas être d'accord avec ça, mais l'idée est quand même de faire réfléchir. Donc voilà, je vais m'arrêter là, puisque allez, les 22h pile, c'est magique, c'est l'heure des questions. Merci. Merci beaucoup pour ces présentations. Voilà, si vous avez des questions, donc c'est tout. Oui, bonsoir à tous. Déjà, merci pour cette présentation. Je me présente, je m'appelle Didier. Je suis le père d'une jeune fille de 17 ans qui a redoublé sa première, qui justement, après les vacances de Noël, a refusé de retourner à l'école au mois de janvier. Et qui a repris les cours là en début d'année, mais ça a été très compliqué parce que bon, effectivement entre le mois de janvier et le mois de juin, elle n'a pas réussi à reprendre les cours. Donc j'ai retrouvé des morceaux de récits dans vos paroles dans lesquels je peux me retrouver en fait dedans. Donc déjà merci pour cette initiative, merci pour ces partages. Je dois bien avouer que moi, personnellement, je suis ingénieur et j'ai un esprit très cartésien et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre et à essayer d'accepter cette situation. J'ai toujours d'ailleurs un peu de mal, hein, je vous le cache pas. Là, la reprise des cours au mois de janvier a été très compliquée également, là, après les vacances de Noël. D'ailleurs, elle n'a pas repris les cours hein, depuis la rentrée, mais elle a commencé aujourd'hui seulement, et partiellement d'ailleurs aussi. Moi, j'ai une question en fait. C'est vrai que la question du bac est présente, comme elle est en première. Je ne sais pas si elle réussira à passer le bac de français à la fin de l'année, mais au-delà du bac, j'aimerais savoir en fait quelles sont en fait les aspirations vers lesquelles elle pourrait se tourner vers l'avenir en termes de métier, parce qu'en fait, je fais abstraction du bac et je vais même faire abstraction de Parcoursup. Je pense qu'en vous écoutant, que même si elle veut faire dermatologue, je pense que ça sera pas possible pour elle, hein, retenir, apprendre par cœur, etc., suivre des cours. Je pense que ça va être très 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 compliqué dans suite des études de médecine, hein, si déjà elle a du mal au lycée. En fait, moi ma question c'est que j'aimerais aussi la projeter dans un avenir vers un métier dans lequel elle se sentirait beaucoup plus à l'aise. Alors j'ai été très sensible au témoignage de Monsieur Ploy. J'espère que je prononce bien votre nom d'ailleurs. Ployer. Oui, Ployer, excusez-moi. Et je me demande en fait quelles seraient les professions vers lesquelles en fait un enfant qui fait de la phobie scolaire vers lesquelles elle peut se tourner en fait. Voilà. Et je pense bien sûr à des professions sans bac. Alors je pense que la réponse effectivement est très diverse et variée, mais est-ce qu'on est au moins d'accord sur une chose, c'est au-delà de ces différentes possibilités de métiers sans formation, est-ce qu'il y a la possibilité, est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'un enfant qui souffre d'étudier, il lui faut des années et des années, quoi. Je vais peut-être prendre l'exemple de ma fille, en fait, qui actuellement a repris des études, est en 3e année de droit. Il y a quelques années,
honnêtement, je n'aurais pas parié là-dessus. C'est-à-dire que il me semblait improbable à la fois qu'elle continue à faire des études. Comme vous, je cherchais des solutions, des métiers, que faire. Je crois que ce qui est important là, à ce stade-là, c'est déjà c'est de lui faire confiance, de vous faire confiance, et peut-être de pas vous projeter aussi loin. Je crois que là, c'est la période des soins. Elle est en première. Elle a encore beaucoup de temps devant elle, et tant qu'elle n'ira pas bien elle-même, elle ne pourra pas avancer, se projeter. Donc, je crois que les soins sont primordiaux à l'heure actuelle. Et puis, voir avec elle ce qui l'intéresse, quels sont ses hobbies, quelles sont ses envies, axer vraiment sur ce qu'elle aime faire. Est important, mais se projeter tout de suite sur un métier qu'elle pourra faire sans bac, sans faire d'études, je crois qu'on n'en est pas encore là en fait. Il faut lui laisser du temps. Le temps dans la phobie scolaire, c'est super important. Ouais, c'est quelque chose que je lui répétais souvent, c'est le temps. Mais le problème, c'est que le temps, on n'en a pas beaucoup. Beaucoup plus qu'on en pense. Oui, je pense, oui. La deadline, c'est vous qui la mettez. Je veux dire, à partir du moment où vous vous dites comme quoi il faut qu'à cet âge-là, elle ait un métier, déjà là, vous avez perdu d'avance. Donc, si maintenant, aujourd'hui, voilà, vous lâchez pas prise et vous n'acceptez pas qu'en fin de compte, la priorité, c'est que votre enfant aille mieux, je peux vous dire tout de suite que vous allez droit dans le mur. Donc, je sais que c'est pas évident, c'est pas facile en tant que parent d'accepter ça. Bien souvent, on a un deuil de la parentalité à faire, c'est-à-dire plutôt un deuil aussi de ce qu'on s'imaginait pour nos enfants. Mais à un moment donné, il faut privilégier, on va dire, leur bien-être, leur santé mentale. Et bien souvent, ça passe par une pause, peu importe l'âge. Et si maintenant, pendant 1 an ou 2 ans, elle ne fait rien, on va dire, scolairement parlant ou même professionnellement parlant, mais qu'elle se prend en charge et qu'elle devient actrice, en fin de compte, d'aller vers un mieux pour elle-même, elle pourra reprendre d'ici, on va dire 2-3 ans, quelque chose où elle sera, on va dire, elle aura une meilleure posture, elle aura plus d'estime de soi et plus de confiance en elle. Je veux dire, si aujourd'hui, voilà, vous partez dans l'idée comme quoi il faut qu'elle ait un métier, c'est perdu d'avance. Et je pense que dès qu'elle ira un petit peu mieux, effectivement, il y a tout un tas de choses possibles. Il y a des services civiques, il y a des programmes, le programme de l'AFPA, des 16-18 ans qui est génial pour permettre à ces gamins de trouver une voie, un métier. Mais honnêtement, là, je crois que vous n'en êtes pas là. Je sais que c'est un peu difficile à entendre pour des parents, on est passé par là. Laissez-lui du temps et privilégiez le soin, vraiment. J'ai une autre question qui était un peu plus tôt tout à l'heure dans la soirée. Vous disiez qu'il fallait, en première phase, en fait, faire tomber la pression et que le jeune ou la jeune s'arrête 1, 2, 3 semaines sans école. Et ensuite, donc, souvent, l'école demande « prouvez-nous qu'il ne va pas bien ». La question, c'était est-ce qu'on peut s'appuyer sur les psys de l'éducation nationale ? Alors, pour un arrêt médical, le médecin traitant peut faire un arrêt médical. Effectivement, mettre le psy de l'éducation nationale dans la boucle est important. Il y en a. La difficulté, c'est qu'ils sont très, très peu nombreux. Donc, on peut mettre 2 mois avant d'obtenir un rendez-vous avec un psy de l'EN. La difficulté est là. Ouais, c'est important de privilégier plutôt une psychologue, en fin de compte, plutôt même en libéral. Je veux dire, bien souvent, on a du mal à trouver un médecin, mais si votre généraliste est soutien, c'est déjà énorme. Et si vous trouvez, en fin de compte, une thérapeute qui va pouvoir suivre votre jeune et que cette alliance aussi thérapeutique se met en place et que le jeune a confiance en cette personne, c'est déjà énorme. Ne cherchez pas plus loin. Oui, j'aimais bien ce qu'a dit Alexandre, d'ailleurs, quel que soit le thérapeute, si le courant passe, c'est déjà beaucoup de gagné. Alors j'ai une autre question de Agnès. J'ai accompagné plusieurs de nos enfants qui ont souffert de phobie scolaire. Je réalise aujourd'hui toutes ces années à me battre pour eux, contre les enseignants, les profs de santé, parfois les proches de la famille, voire mon mari, m'ont épuisé. Heureusement, aujourd'hui, ils trouvent leur chemin et j'ai du mal à refaire mes forces. Avez-vous une idée de soutien pour les parents ? Non, mais ça, c'est une très bonne question. Je ne l'ai pas dit
je l'ai pas dit, mais nous, effectivement, la mère de Capucine et moi-même, on était soutenus à côté pour tenir bon. Enfin, ça fait partie des choses qu'il faut aussi s'autoriser sans honte. Les voir un psy, c'est pas honteux, c'est pas grave. Mais oui, on en a gros sur la patate. Faut aller le déposer. La parentalité, c'est pas un truc simple. C'est pas naturel, contrairement à ce qu'on imagine. On n'est pas né en sachant être parent, donc on prend des coups, et quand on prend des coups, on fatigue, et plus on est fatigué, stressé, plus on n'est pas capable d'entendre la détresse de notre enfant. Donc oui, il faut aller se faire soutenir, bien entendu. D'ailleurs, dans le soin études, ils proposaient des groupes de parentalité, donc où les parents se causaient entre eux, tout simplement, mais aussi des ateliers, enfin des thérapies plus familiales, où la famille ensemble travaillait. Enfin, bref, oui, il faut penser à ça, bien entendu. Je me souviens de la parole d'une psychiatre qu'on n'aimait pas beaucoup, et qui parfois disait des choses justes quand même. Elle disait mais que dans la phobie scolaire, si on commence à soigner l'enfant en phobie scolaire, toute la famille est impactée, ça la fait bouger, et donc il faut qu'elle accepte de bouger avec, sans quoi, il y a un moment, ça va se refossiliser, quoi. Donc il y a un système. Donc il ne faut pas hésiter soi-même à se mettre en mouvement et à aller bosser de son côté, quoi. C'est pas honteux. C'est un conseil que nous on donne très très souvent au niveau de l'association. Donc, de pas rester, on va dire, sans aide. Que bien souvent, voilà, je confirme exactement qu'il faut se faire aider. Moi, j'ai longtemps eu une psychologue qui m'a soutenue parce que moi, mes 2 enfants ont fait une phobie scolaire. Et à un moment donné, ouais, on a beau être fort, préparé, connaître le sujet, on a aussi besoin d'un coup de main pour tenir dans la durée. C'est ça. Les thérapies familiales sont très bien aussi. Pour ma part, j'ai suivi une thérapie mère-fille pendant toute la durée également. On apprend beaucoup avec eux. Hein. On apprend beaucoup. Oui. Il y a une dame qui dit qu'elle est pédopsychiatre et qui voudrait intervenir. J'allais lui passer la parole. Juste pour informer, au niveau de la PEP, donc, qui organise avec l'association APS le webinaire ce soir, donc la PEP, les parents d'élèves de l'enseignement public, on a un réseau de groupes santé-prévention dans une 50aine de départements. Donc on va peut-être faire des cafés des parents pour que les parents puissent se rencontrer. Très bonne idée. Très bonne idée. Donc, je vais passer la parole à madame qui est pédopsychiatre. Ok, bonjour. Bon, écoutez, moi j'ai été passionnée par cette soirée et je vous en remercie grandement parce que ça rencontre les mêmes préoccupations des psychiatres. Hein. Donc, on assiste à une explosion des situations de phobie scolaire. Alors, moi, je suis psychiatre sur Bordeaux, je travaille dans un soin études et dans un soin en ambulatoire pour les adolescents. Et on a déposé un projet parce qu'on se rend compte que le soin études et le service qu'on propose en ambulatoire ne répondent pas du tout à cette situation que traversent les enfants ou les adolescents qui ont une phobie scolaire. Donc, on a travaillé avec les collégiens, les professeurs, les enseignants, pour voir, eux, leur regard, parce qu'ils sont quand même préoccupés par la situation quand même des enfants qui sont en phobie scolaire. Et nous, avec notre expérience aussi de ces rencontres-là, puisque après le Covid, à chaque fois que je rencontrais un adolescent avec sa famille, il était en situation de phobie scolaire. Je n'avais jamais vu ça jusque-là. Et on a proposé un projet, ça fait 4 ans qu'on le propose à l'ARS, qui ne le finance pas. On a fait une étude prospective. Il y avait 300 situations par collège concerner les phobies scolaires, voilà. Et que je crois juste ce que je me permettrai de rajouter, c'est qu'il n'a pas été dit ce soir. Tout a été, j'ai tout entendu, et je me suis totalement retrouvée. C'est que c'est une urgence médicale. Et que quand il y a les premiers symptômes que vous avez très bien décrits qui apparaissent, il faudrait qu'il y ait une consultation pédopsychiatrique dans le mois qui suit l'apparition des premiers symptômes. Et malheureusement, comme vous l'avez très bien décrit, nous sur Bordeaux, on est peut-être à 1 an ou 2 ans de liste d'attente pour que les familles arrivent à consulter un pédopsychiatre.
Donc il y a un problème, je ne sais pas si on peut questionner le gouvernement, si votre association, en tout cas j'ai pris vos coordonnées, peuvent questionner le gouvernement. C'est quand même aussi, ce qui n'a pas été dit, c'est une pandémie mondiale. Quand on dit que ce sont des lanceurs d'alerte, il y a quelque chose qui se passe au niveau sociétal qui fait que la famille jusque-là servait à fabriquer des êtres pour la société, et là maintenant la famille devient un refuge contre la société. Il y a quelque chose qui se passe, et c'est pas une histoire de culture. Vous avez des publications du Sri Lanka, vous avez des publications en Suède, vous avez des publications au Japon, vous avez des publications aux États-Unis, en France. C'est une pandémie mondiale. Donc il faut arriver à créer ce que vous dites, les parents sont vraiment très importants à impliquer dans le projet de soins. Et nous, on doit sortir de nos cabinets pour aller dans les collèges, parce que vous mettez l'enfant au milieu, vous avez totalement raison, et lui qui est en rupture de lien, il nous oblige, nous, à faire du lien entre nous, l'éducation nationale, les soignants, les parents. Voilà. Donc moi, je serais ravie en tout cas de pouvoir être en contact avec vous, et si on peut solliciter les instances politiques, parce que il faut que ça bouge, quoi. Effectivement. Donc nous envisageons avec APS une action pour la fin de l'année, donc on aura besoin de tout le monde. Écoutez, si vous voulez que je vous laisse mes coordonnées comme a fait la jeune fille tout à l'heure, et ce qui m'intéresserait aussi beaucoup, c'est d'avoir l'étude dont vous avez parlé là, de la pédopsychiatre. Ça fait 2 ans là qu'elle a fait une recherche, je serais très très intéressée. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'échanger par téléphone rapidement, et on vous mettra en contact. On travaille avec tout un réseau de pédopsychiatres, donc le docteur Leïla Benoît. On a également Marie-Galette Tessonneau sur Bordeaux. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et elle est en train de créer un réseau autour de la phobie scolaire. Donc, ce serait très intéressant que vous rejoigniez ce réseau et qu'on avance tous ensemble. Avec plaisir. Mais on a commencé avec Marie-Galette Tessonneau on a fait une cellule de recherche il y a une dizaine d'années, et elle était parmi nous. Ok, génial. Super. Écoutez, je vous laisse mes coordonnées sur le chat. Oui, merci. Et merci beaucoup pour cette soirée. Merci pour votre intervention. Merci. Alors, on avait une autre question aussi d'une personne qui disait mon fils, alors je sais plus si c'est mon fils ou ma fille, ne souhaite pas voir mon fils refuse d'aller voir un psy pour l'instant. Avez-vous un conseil? Quand ils sont en refus de soins, c'est vrai que c'est très délicat. Alors, il existe, tout dépend des départements, des équipes mobiles pour raccrocher aux soins. Il faut voir au niveau de votre département. Et peut-être à un moment donné, si l'enfant ne peut pas y aller, allez-y vous. C'est quelque chose qui arrive très souvent, donc c'est loin d'être un cas isolé. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à se rendre au rendez-vous chez le médecin, chez le pédopsychiatre ou autre, allez-y à sa place. Expliquez ce qui se passe. En attendant, en fin de compte, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer et le jeune va commencer à bouger. Et tant qu'il est dans cette immobilité, bien souvent, c'est lié à un phénomène aussi qui peut être lié au burn-out, à la dépression. Et en fin de compte, voilà, si vous restez acteur, à un moment donné, votre jeune, il va suivre. Et c'est toujours pareil, le temps reste quelque chose, voilà, qu'on ne peut pas quantifier combien de temps il lui faudra. Mais en fin de compte, le fait d'avoir toujours un point de repère, de pouvoir parler des évolutions, ça permettra que quand lui pourra venir, il y aura déjà l'historique et il ne va pas être obligé de tout raconter, tout ce qui lui arrive. Ce qui peut être bien aussi, c'est de l'orienter vers des thérapies comme l'art-thérapie. Souvent, les enfants ont du mal à s'exprimer, ou les jeunes. Lorsqu'ils s'expriment avec un psychologue, mais sur un autre thème, ou qui crée quelque chose, ça permet d'engager le dialogue. Donc, en fonction de l'âge de l'enfant, de ses goûts, il y a l'équithérapie, l'art-thérapie, donc toutes ces techniques qui peuvent amener l'enfant à parler plus facilement de sa souffrance. Alors, on a un témoignage. Cette année, mon enfant a eu une chute de notes. Il est haut potentiel et arrive à saturation avec le système scolaire. J'ai reçu un appel de la professeure principale me demandant qu'est-ce qui s'était passé dans notre foyer pour causer cette chute. Je crois que je n'ai jamais été aussi humilié. Pour information, nous, on travaille, on est en relation avec la responsable école inclusive du CIO, de ONICET,
l'initiative CIO, et ça sera diffusé. Donc le lien du webinaire a été diffusé à tous les psychologues de l'éducation nationale, et le lien du webinaire sera, en replay leur sera diffusé aussi. Oui, bonjour. Je revenais sur ce papa qui est très angoissé et la perspective que vous disiez de prendre son temps. Moi, je vous ai laissé un petit message dans la conversation. Maintenant j'ai 50 ans, donc j'ai passé mon bac la première fois à 17 ans et on m'aurait dit, à l'époque que j'étais en phobie scolaire. C'est-à-dire que je n'allais pas au lycée, je faisais un peu ce que je voulais. J'ai passé 4 fois mon bac, je l'ai eu au final et j'ai fait des études supérieures, mais c'est surtout qu'à l'époque, on m'a pas stressée. Le lycée ne m'a pas stressée. On m'a laissé mon temps et on a bien voulu me réinscrire une 4e fois pour passer le bac et je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de stress. Comme on disait, il faudrait qu'on se pose la question sur ce bac. Moi, j'ai des enfants qui l'ont passé, dont une fille qui a été épileptique, mais ça ne se voyait pas. Et pendant des années, je l'ai portée à bout de bras parce qu'en fait, l'école ne voulait pas reconnaître son handicap invisible et lui demander d'être une élève ordinaire. Et j'ai trouvé que on mettait une pression énorme sur les enfants et que si nous, parents, n'avions pas été présents, elle aurait vite décroché, elle aurait vite eu du mal. Et l'année dernière, pour passer son bac, on a dû la déscolariser pendant 4 mois avec l'accord du lycée pour qu'elle puisse réviser et passer toutes ces épreuves. Et je trouve que cette pression est infernale pour les enfants et qu'on est dans une éducation nationale très sclérosée qui n'accepte pas l'individualisation, qui n'accepte pas les handicaps, les dys, parce que mes autres enfants sont dyslexiques, donc je sais ce que c'est. Et je suis un peu consternée en fait de ce côté très sclérosé de l'école qui n'évolue pas. J'ai l'impression qu'elle est encore pire qu'avant. Et en termes de pression, effectivement, on voit la pression qui est mise maintenant, ne serait-ce que pour le brevet. Des parents complètement désespérés parce que leur enfant ne va pas pouvoir passer le brevet, et puis la réforme du bac avec le contrôle continu qui met une pression constante chaque jour depuis la seconde quelque part, chose qu'il n'y avait pas effectivement auparavant. Oui, moi, voilà, la réforme du bac. Moi, j'ai vu les 2 bacs différents avec 2 enfants qui l'ont passé et je pense que ça va être très, très dur pour cette génération parce qu'en fait, avant, il faut être honnête, la seconde, c'était plutôt sympa. La première, on passait le bac de français et on profitait encore un peu de la vie et la terminale, ça devenait quelque chose où on mettait une petite pression en fin d'année sur cette révision de bac. Moi, j'ai vu des choses horribles pour ma fille qui a passé le bac l'année dernière, avec une pression constante pendant l'année de première et de terminale et des enjeux énormes sur Parcoursup et maintenant des jeunes qui en études supérieures s'écroulent parce qu'on leur a mis une telle pression que, en fait, des phobies scolaires arrivent à aller en faculté. Oui. Sur des élèves qui avaient des parcours où tout allait bien. Je suis sidérée du nombre d'échecs et surtout avec des comportements très angoissants. Avant, on ratait la fac, on se trouvait une reconversion, on allait faire autre chose, un BTS, ce genre de choses. Maintenant, c'est très compliqué et du coup, les générations plus jeunes se rendent compte de la pression qu'il y a et se mettent une pression dès l'entrée au collège. Oui, tout à fait. Parce on leur parle déjà du bac à l'entrée au collège et moi, ça m'inquiète énormément. Enfin, nous, quand on passait notre brevet des collèges, on nous parlait pas du bac, hein. Et on avait un panel aussi de possibilités d'orientation qui était plus large. Parce qu'actuellement, même pour trouver un BEP, dans certains secteurs, il faut être un bon élève et avoir un bon bulletin. Donc, que font tous ces élèves et la pression qu'on leur met? Moi, c'est ça qui m'interroge, c'est de savoir pourquoi on angoisse autant nos enfants. Il faut savoir que c'est un ensemble aussi. Alors c'est vrai que l'école maintenant devient aussi un lieu de stress, mais c'est pas la seule chose qui stresse nos jeunes aujourd'hui. Donc c'est vrai que le phénomène depuis a quand même bien explosé depuis les confinements successifs. Et nous, on a remarqué au niveau de l'association que depuis, il y a des jeunes qui ont craqué, qui étaient déjà en phobie scolaire avant, mais on a une nouvelle génération de jeunes qui déclenchent des phobies scolaires depuis ces confinements successifs. Et donc, en fin de compte, là, il y a une anxiété aussi sociale qui a explosé. C'est quelque chose, voilà, de toute façon, qui a été assez inédit. Et c'est vrai que ça a aussi créé, on va dire, des jeunes de plus en plus angoissés.
non seulement par l'école, mais encore par tout ce qui se passe autour. Voilà, moi je voulais juste donner ce témoignage et surtout dire aux parents qu'en fait, vous parliez d'un suivi des parents. Moi, voilà, j'ai accepté aussi de me faire suivre parce que je pense que derrière aussi, c'est quelle place de parents on se donne et quelle pression on met aussi, sans s'en rendre compte, des fois à nos propres enfants, parce qu'on angoisse pour eux, pour leur avenir, pour ce qu'ils vont devenir, pour ce qu'ils vont faire, et que des fois, pouvoir avoir un œil extérieur et en discuter avec quelqu'un et se faire suivre permet de relativiser et de se dire ce n'est pas grave. Dédramatiser. Voilà, je voulais juste vous donner ma petite expérience. Merci. Alors, Thierry Violier, si vous souhaitez. Moi, j'ai une question parce que je suis enseignante spécialisée en primaire et on observe régulièrement des enfants que je dirais qui sont un peu borderline au sens qu'ils n'ont pas envie de venir à l'école, que c'est un peu limite, voire beaucoup plus avec des vomissements, avec des symptômes dont vous parliez tout à l'heure, mais sur des enfants qui sont en primaire, voire en maternelle parfois. Et les pistes que vous avez données nombre d'elles sont pour des enfants qu'on sent déjà plus âgés. Est-ce que vous avez une liste de propositions pédagogiques et de démarches qu'on peut proposer ou mettre en place à l'école ou proposer aux parents pour faire avancer pour éviter que la problématique ne s'accentue. La première chose, ça va être la pause et ça va pas être à l'école. La deuxième chose, le retour progressif, surtout quand ils sont plus jeunes, ça va plutôt se passer par les phases de récréation, de sortie extrascolaire, des choses qui sont en dehors, on va dire, de la salle de classe. Ça fait quelque chose de très restreint, mais je vois pas d'autre solution parce que si vous continuez à forcer un jeune à cet âge-là, en fin de compte, vous allez en faire un décrocheur par la suite. Il va craquer totalement, il va tellement compenser. Il faut vraiment accepter l'idée comme quoi ça se passe pas toujours à l'école, on va dire que le soin. Donc, aussi, en fin de compte, d'être dans un côté de fournir, on va dire, des cours ou des exercices à faire, d'être plutôt dans cette idée-là, d'être peut-être dans une idée de mettre un APAD en place, l'ex-APAD, des cours à domicile, et de lever le pied sur le côté apprentissage. D'adapter le temps scolaire, quoi. Oui. Et ce qui est important aussi, c'est dans les petites classes, donc il y a un enseignant référent, donc je dirais que c'est peut-être plus facile de prendre en charge ces enfants. Déjà communiquer avec les familles, effectivement, et puis peut-être lui donner des activités ou lui permettre de venir que le matin ou l'après-midi, vraiment adapter. Ce que l'on met en place pour les jeunes, les enfants un peu plus âgés, on peut le mettre aussi en place dans les petites classes et encourager les parents à ce que l'enfant ait un suivi également, parce qu'un enfant, même petit, qui commence à pleurer, à ne plus pouvoir aller à l'école, à vomir, ne plus dormir, c'est déjà des signes inquiétants de troubles anxieux, en fait. Donc, la mise en relation avec un psychologue est importante, même si effectivement les enfants, les jeunes, Et là, oui, en fin de compte, où il faut explorer, c'est au niveau on parle aujourd'hui des TND, troubles neurodéveloppementaux, et il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. Je vais vous mettre après le lien de l'article sur lequel on a écrit, pour détecter d'une façon plus précoce les profils qui diffèrent, en quelque sorte, pour adapter en quelque sorte son parcours par la suite, et qu'il ne soit pas obligé de compenser pendant des années. Il faut savoir que la plupart des phobiques scolaires, c'est ça, ce sont des jeunes qui ont compensé parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre comme les autres. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, et à un moment donné, le corps, il dit stop. Donc, c'est important d'aller creuser, en fin de compte, au niveau du profil du jeune. Merci. On a Claire qui demande en fait si vous trois intervenants, vous aviez un avis sur le CNED. Moi, de manière ironique, l'année du CNED de Capucine en première a été très, très, très favorable à ce que ses parents refassent leur propre première.
Mais en ce qui la concerne, je suis pas sûr qu'elle ait fait grand-chose. Par ailleurs, au-delà de la petite blague, moi, c'est une solution que les parents demandent souvent à corps et à cri parce qu'évidemment, ça soulage. Donc, c'est vrai, ça soulage. Mais d'une certaine manière, c'est quand même renoncer à la socialisation parce que là, on est derrière un écran. Et puis, la pression du CNED, elle existe. Il y a des deadlines, il faut rendre, il y a des évaluations, il y a des gens tout à fait anonymes qui peuvent vous mettre des sales notes. Enfin bon, c'est pas le bonheur sur terre, le CNED. Et puis, il faut l'obtenir, il faut des agréments des SDEN. C'est pas si simple. C'est pas une panacée, en tout cas. Ça, c'est sûr. Je pense que le CNED n'est pas la solution, en fait, à la phobie scolaire. Un enfant qui n'arrive pas à travailler, qui n'a plus accès aux apprentissages dans son collège ou dans son lycée, basculer au CNED. Alors, c'est effectivement un soulagement pour les parents, pour le jeune aussi, au tout début. Sauf qu'il va se retrouver toute la journée devant un écran, devant des cours assez imbuvables, parce qu'ils sont peut-être pas super bien faits non plus, avec une pression du rendu de devoir qui est énorme et qui va accentuer souvent son stress, ses angoisses, et ça se solde souvent par des échecs, malheureusement, le CNED réglementé complet. Ensuite, vous pouvez explorer des pistes de CNED réglementés, partagées ou à la carte. Il y a d'autres possibilités de CNED, vous les trouverez également sur notre site. On a des documents qui relatent tout ça, mais le CNED n'est pas la solution lorsqu'un enfant est en phobie scolaire. Je pense qu'il faut aussi, en fin de compte, revenir à l'instant T, comment se porte votre enfant. Il y a un enfant qui a encore accès aux apprentissages. Donc là, oui, ça peut être une solution si le jeune peut encore être moteur au niveau des apprentissages. Mais par contre, si vous avez un jeune qui est en décrochage total, qui est en dépression et qui fait un burn-out, alors nous, ça a été la solution pour se couvrir. Parce que comme ça a commencé très jeune, lui, ça a commencé à 12 ans pour mon fils aîné, on nous a mis une telle pression sociale, une telle injonction il faut qu'il suive une instruction, qu'on est passé par un CNED réglementé. Moi, j'appelle ça un CNED sec, parce qu'en fin de compte, on l'a subi pendant 3 ans, mais tous les deux. Donc, et puis, comme il fallait prioriser sa prise en charge thérapeutique, parce que lui, il était dans une dépression sévère, avec une anxiété sociale, des idées suicidaires, en fin de compte, je peux vous avouer que la plupart des cours, je les ai faits à sa place. Et c'était juste pour qu'on nous laisse tranquille, en fin de compte, pour que je puisse, en fin de compte, prendre soin de sa santé mentale, en quelque sorte. Donc, on a fait ça pour être tranquille vis-à-vis des institutions. Voilà, c'est quelque chose qui se fait, on est nombreux à le faire, mais en fin de compte, parce qu'on ne veut pas entendre que dans ces périodes-là, nos jeunes, ils sont incapables, en fin de compte, d'accéder à un quelconque apprentissage. Donc, mais voilà, il faut savoir que la pression sociale est là, et puis les signalements, les informations préoccupantes, c'est quelque chose que malheureusement on entend encore trop souvent au niveau de l'association. Il faut savoir quand même qu'il y a des parents qui se sont fait retirer leurs enfants, c'est arrivé, pour cause de phobie scolaire. Parce qu'en fin de compte, il y a une telle ignorance sur le sujet, un tel manque de considération, qu'on préfère, en fin de compte, comme on ne comprend pas, on va taper sur les parents. On va les rendre responsables de ce qui se passe, et au lieu de chercher, en fin de compte, à prendre soin du jeune et de la famille. Le CNED, voilà, tout dépend. Je veux dire, c'est pas la solution miracle, comme on l'a déjà dit. Il n'y a pas de solution miracle. Ça peut être, voilà, ou bien si le jeune a encore accès aux apprentissages, oui, ça peut le soulager pour pas être dans l'école et pouvoir mieux apprendre. Mais pour les autres qui effectivement sont dans un état de dépressif avancé ou en burn-out. Et le CNED est un établissement scolaire, donc le rendu est obligatoire. Et depuis la dernière réforme de l'instruction aux familles, le CNED met également des avertissements, des signalements. Et donc, il y a vraiment une obligation de rendu, ce qui complexifie les choses. Et voilà, c'est pas le CNED n'est plus un repli pour être quelque part un petit peu tranquille par rapport aux institutions. Malheureusement, la nouvelle loi nous met dans le même sac que les personnes qui passent par l'instruction en famille, sans chercher à prendre en compte le côté médical et la souffrance de nos jeunes. Comme disait M. Ployer, il permet aux parents d'avancer dans les études. Donc j'ai une autre remarque ou question. Dans les établissements comme dans celui où a été Capucine, quelle est la place donnée aux parents? Est-ce que c'est un centre? Parce que il y a un témoignage apparemment où on dit voilà, c'est réservé aux enfants.
et on met les parents un petit peu de côté. Est-ce qu'il y a une interaction? Est-ce qu'on fait aussi un suivi des parents? Alors, c'est évidemment un centre qui est réservé aux enfants, hein. C'est un hôpital pédopsychiatrique avec des formes d'hospitalisation soit 2 jours, donc l'enfant rentre chez lui le soir, soit 2 semaines et l'enfant rentre chez lui le week-end, soit à temps complet pour des enfants en très grande difficulté, mais pour des choses qu'on ignore. La Capucine avait une camarade polyviolée dans son milieu familial, il était donc hors de question qu'elle rentre chez elle, bien évidemment, mais là c'est un cas spécifique. Mais une fois que l'enfant y est, la relation, elle se fait de manière extrêmement protocolisée avec les psychiatres, hein, qui donnent des rendez-vous réguliers, qui nous répondent au téléphone si on a une angoisse ou le désir de savoir quelque chose. Et pour parler clairement, les rapports les plus humanisés sont avec les infirmiers qui sont disponibles, qu'on peut appeler tout le temps. Enfin voilà, ça c'est simple. Mais effectivement, c'est un temps de rupture, hein. C'est pensé comme ça. C'est quand même un temps où l'enfant est éloigné de ses parents, s'il l'accepte, hein, Capucine le voulait, hein, donc c'était une rupture voulue. C'est un temps d'autonomisation. Du coup, pour les parents, c'est aussi du temps qui leur est donné pour réfléchir, reprendre pied, s'occuper d'eux-mêmes, etc., etc. Et oui, effectivement, on n'est pas dans l'hôpital. Moi, j'y étais, ou ma femme y était, le vendredi soir à 17h quand on allait la chercher, et le dimanche soir à 20h30 quand on la ramenait. Voilà, point. Donc, si je comprends, Madame Schnitzler, il y a un PAI, phobie scolaire. Oui, justement, je suis en train de vous mettre les liens. Alors, je vous ai mis un lien sur un article au niveau du plan d'accompagnement individualisé, où le trouble anxieux scolaire est reconnu et qu'on peut l'utiliser en fin de compte pour mettre en place un PAI. Et il y a également au niveau de l'APAD, des demandes d'APAD, donc ça peut être des heures de cours à domicile. Et effectivement, c'est également aujourd'hui reconnu, la phobie scolaire est reconnue dans ces demandes d'APAD. On peut faire une demande pour phobie scolaire. C'est ce qui a aussi, on va dire, déclenché un petit peu la réaction de certains rectorats et de la prise de conscience, on va dire, au niveau de l'éducation nationale, parce qu'on a eu énormément de retours l'année dernière, depuis que ça a été mis en place, que dans plusieurs départements, 50 à 90% des demandes d'APAD sont liées à des phobies scolaires. J'ai Claire qui lève le doigt, enfin qui lève la main. Oui, bonsoir. Donc je suis la maman d'une adolescente qui vient d'avoir 14 ans, qui est donc en phobie scolaire depuis des années. Donc j'ai tout ce que j'ai entendu, on y est confronté. Et là, on avait commencé en début d'année avec un CNED partiel et on a évolué vers un CNED total. Et en fait, ma fille, depuis 2 ans, elle bénéficiait de la SAPAD avec des cours de professeurs du collège qui lui donnaient des cours. Comme c'était le Covid, ils ne pouvaient pas venir à la maison. Et puis, ils voulaient que Tessa garde un pied dans l'école, dans le collège. Donc, très progressivement, en fait, Tessa n'a plus du tout mis les pieds au collège. Et elle est en phobie scolaire, dépression, phobie d'exclusion, grande souffrance. Et donc là, par contre, le fait qu'elle ait le CNED total, alors, je ne lui fais pas les devoirs pour elle. Mais en fait, elle est très très lente, donc elle suit à son rythme, mais elle recommence à sourire, voilà. Et par contre, moi, je m'interrogeais sur cette pression que absolument de maintenir l'école, enfin cette obligation scolaire. Je voulais savoir, donc là, c'est 16 ans l'obligation scolaire. Donc, je vais avoir la pression scolaire jusqu'à ces 16 ans. Et à 16 ans et un jour, nous serons libérés de cette obligation scolaire. Est-ce que c'est ça, en fait? C'est presque ça, en fin de compte. De 16 à 18 ans, maintenant, il y a l'obligation de formation. Donc, vous pouvez passer par les missions locales, d'autres structures qui sont beaucoup moins scolaires. C'est ce que moi j'ai fait pour mon fils aîné, et c'est vrai que ils ont été, voilà, c'est beaucoup plus cool, on va dire, que l'école. Yeah. Et ils ont des approches, tout dépend des départements. Ils appellent ça les ateliers de pédagogie personnalisée, voilà, qui ont pu être adaptés. On n'a plus, au niveau des horaires, aucune pression, des gens à l'écoute. Enfin voilà, c'était vraiment très intéressant de passer par là. Et c'est vrai que ça lui a permis de refaire des stages en entreprise, ce que je pensais qu'il serait incapable de faire.
Il faut quand même savoir que j'ai découvert assez tard qu'il est autiste. Et c'est vrai que je n'aurais jamais cru, on va dire, 3 ans en arrière, qu'il arrive à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un futur jeune homme de 18 ans. Et puis, effectivement, il n'est pas à l'école, il n'a pas de diplôme. Il va avoir un parcours totalement différent. Mais au moins, on a pris ce temps-là pour qu'il apprenne à se comprendre, que moi aussi, j'apprenne à comprendre son fonctionnement et de pouvoir faire appel à des professionnels, on va dire, qui vont pouvoir le guider dans un projet de vie. Oui, à partir de 16 ans, rapprochez-vous des missions locales, elles fonctionnent très très bien. C'est une vraie bouffée d'air pour ces jeunes. Et également les programmes AFPA, 16-18 ans, qui sont très très bien conçus aussi, avec une prise en charge complète, des ateliers où ils reprennent confiance en eux. Enfin, vraiment, après 16 ans, c'est quand même une autre vie pour nos phobiques scolaires, honnêtement. Oui. Et je voulais aussi dire qu'en fait, Tessa, on a réussi à avoir une place assez rapide au CMP pour un suivi psychiatrique. Et puis, elle a aussi une autre dame qui s'occupe d'elle, qui fait des thérapies brèves, hypnose. Et en fait, le premier jour où elle est sortie de cette séance d'hypnose, j'ai vu ma fille sortir et voir des choses positives. Donc ça, c'était ça a soulagé un peu, parce que c'est vrai que c'est tellement de pression de partout, et je trouve que les parents la mère centralise tout. En fait, je faisais entre l'école, la psy, la thérapeute, la professeure, et tout le monde me disait « et vous n'avez pas fait ça, et pourquoi vous n'avez pas fait ça, et vous n'avez pas fait ça ?» Et moi je disais « mais si, j'ai appelé, mais on m'a dit que non, ça correspondait pas ». Et moi j'ai trouvé beaucoup de personnes qui étaient volontaires, et c'est très positif, mais tout d'un coup c'était énormément de pression, où tout le monde voulait bien faire, et c'était formidable. Et là, pour le coup, j'avais à gérer il y a plein de possibilités, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire. Et parfois, où on est épuisé. J'ai entendu, j'ai vu, et vous n'avez pas fait ça, mais pourtant, ça fait 6 mois qu'on vous l'a dit. et ça, et c'est vraiment assez lourd à porter. Voilà. Je vous ai mis en piège, en lien, la structure qui s'appelle Arpège, donc qui est financée par différentes entreprises sur quasiment toute la France. Dès qu'il y a un accompagnement, c'est pour le monde professionnel, pour faire des stages ou pour entrer dans le monde professionnel, si vous avez des aménagements pour l'enfant ou pour le jeune, donc ça va du stage de 3e jusqu'au dans le supérieur, et si vous avez des aménagements, ils sont là pour vous aider, et il y a des psychologues, et c'est totalement gratuit, et c'est financé par les entreprises. On a une remarque d'Isabelle, donc souvent, donc, la prof de français de mon fils m'a dit que les psys ne comprennent rien. L'éducation nationale propose des PAP. Alors justement, il ne faut pas des PAP, parce que les PAP ne sont pas contraignants. Il faut bien, les PAP, c'est simplement un accord entre les enseignants de votre établissement et vous-même, mais ça n'a pas de contrainte en fait. Il faut bien passer par un dossier MDPH, soit un PAI. Voilà. Et je ne sais pas si pour tous ceux qui ont des aménagements, il y a le livret de parcours inclusif, le LPI, qui a été lancé il y a 1 an. Je ne sais pas si vous souhaitez que j'en dise 2 mots en fait. C'est-à-dire que le LPI, il est lancé dès les CP, dès le CP jusque en Bac plus 2. Et en fait, du moment que vous avez un aménagement qui est indiqué, la fiche d'appel, il faut le mettre en place, parce que sur la fiche d'appel, le professeur verra qu'il y a un aménagement pour cet élève, sans le stigmatiser, et il pourra aller voir quel aménagement c'est fait. Si vous avez un aménagement en CP, mais pas en C1, et que vous reprenez en CE2, le LPI est ouvert une fois par élève, et il n'y a pas besoin de l'ouvrir, de le fermer, il continue de suivre l'élève jusqu'à la fin de la scolarité. Si je peux me permettre, le LPI est encore difficilement mis en place dans les établissements. Il est en cours. Je pense que ça va prendre quelques temps. Merci beaucoup à tous. Et puis, on va travailler ensemble pour la suite. Oui. Et on demande à tout le monde de sensibiliser, de diffuser le lien du replay. Voilà.
les informations, les messages qu'on a passés ce soir. Voilà. Il y a pas mal de choses. N'hésitez pas à aller sur le site, la boîte à outils. On a des liens, des conférences qu'on a faites. On a la conférence qu'on a faite à Metz, où on a vraiment développé tout ce qu'on conseille au niveau de la sensibilisation des écoles. On essaie d'intervenir au maximum, enfin relayer, informer, sensibiliser, c'est le plus important. Parlez-en autour de vous. Bien souvent, des gens on s'imagine pas le nombre de personnes qui sont touchées, et même des gens qui sont proches. Ouais. Comme c'est encore tabou et qu'on a peur d'en parler, n'hésitez pas à ouvrir la parole. Le plus important, de ne pas se sentir seul et avancer ensemble. Donc, on est le trio gagnant est vraiment ce qui marche le mieux. Donc, on a très envie de travailler avec. Merci beaucoup. Merci à tous. Très bien. Merci à tous. Un immense merci à nos 3 intervenants. Et puis, je vous rappelle à tous que la PEP et l'association Phobie Scolaire sont partenaires. Et donc, travaillent désormais la main dans la main. Une bonne soirée, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Au revoir.